Du coup, je viendrai à poil au prochain enterrement dans ma famille et je lancerai une macarena autour du cercueil. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. C'est la manière dont je fonctionne, c'est la manière dont je suis fabriqué. Beaucoup de logique. Peut-être pas assez de ressenti, ou alors trop, mais qui a été bloqué. Sur scène, c'est fou, c'est soit j'explose, je sens que je suis à deux doigts d'exploser et je ferme tout, sinon je vais me mettre à chialer là devant les gens et c'est pas possible pour moi, je viens d'un milieu où on pleure pas et on montre jamais rien. Soit ça va rouler, tout va rouler, mais du coup il manque l'étincelle. Nouvel épisode avec Paul de Saint-Cernin, ancien journaliste, désormais humoriste sniper dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé. C'est d'ailleurs via ça que je l'ai découvert. Il joue actuellement son premier spectacle à Paris et je suis très heureuse qu'on ait pu se poser tous les deux pour en parler et pour discuter de plein d'autres choses, de l'émission Quelle époque qu'il a fait connaître mais qu'il avait en premier lieu refusé, de ce que ça fait d'être le mec de la télé qui doit convaincre qu'il est aussi marrant sur scène, d'écriture de stand-up et du fait que c'est très impudique pour lui d'aller gratter dans ce qu'il ressent pour en parler dans son spectacle, de comment interviewer des sportifs, de religion puisqu'il est catholique et de foi qui se heurte à la rationalité, et des questionnements qu'on a lui et moi sur le fait qu'on est deux personnes privilégiées qui montent sur scène pour raconter leur vie et parler de leurs émotions. Donc est-ce qu'on serait pas un petit peu des immenses ouin-ouin? J'espère que ça vous plaira. Je pourrais couper, donc juste parle pas en même temps que tu renifles. Et Ok. Nickel. T'es tout le temps en retard? C'est vraiment ta première question? Ouais. T'abuses? Pourquoi? J'étais en retard là? C'est pas moi, c'est ton attaché de presse qui m'a dit ça. Non, je suis... Non, je suis... Là, franchement, je suis arrivé avant toi, en vrai. Et moi aussi, je suis tout le temps en retard. Fin de l'histoire, voilà. Oui, mais c'est elle qui a dit. Hein. Non, on avait rendez-vous à 30 et j'étais là à 40. Je laisse aux gens qui nous écoutent le soin de juger si c'est un retard acceptable ou pas. Franchement, en vrai, oui. C'est acceptable, mais bien sûr. En vrai, tu parles à un ancien psychorigide, donc en vrai, oui, c'est un retard, mais ça va, on n'est pas dans l'irrespect. Ancien psychorigide. Ah, je crois, ouais. Chez moi, c'était bien rangé ma chambre quand j'étais petit. Hein. Les chaussures restaient bien alignées et tout. Fallait pas trop que ça dépasse. Ah ouais. J'étais un mec assez, ouais. Tu sais les trucs de psychopathe un peu? Pas de psychopathe, mais mon meilleur pote, il te dirait quand on rentrait du foot. Il se souvient encore de cette anecdote. Tu sais, sur les terrains synthétiques, il y a des petites billes noires. Mm-hmm. Et il enlève ses chaussures normales. Tu sais, on rigole, ouais, mec, c'était trop bien le match et tout. Ouais, on rigole, on se tape dans la main. Hein, il enlève sa chaussure et mon visage, il change. Et je dis, mais mec, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qui va laver? Et je pète un plomb et après, je redeviens sympa. Et tu te souviens quand j'ai marqué là? C'était cool, non? Voilà. Ah, waouh. Et c'est lui qui m'a rappelé cette anecdote. Et en fait, peut-être ça résume bien que j'étais un peu relou, peut-être à l'époque. Ok, donc est-ce que en devenant adulte, si t'en avais retrouvé des gens dans ta cave, il y en a qui auraient dit ouais, je suis pas étonné. Je suis pas. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, je suis pas étonné. Non, abuse pas, mais j'ai capté l'idée. Ouais. Déjà, le fait que j'ai hésité à te répondre, c'est déjà une réponse de ouf. Je suis pas. Oui, je suis. Non, ils auraient dit. Oui, c'est surprenant. Oui. C'est un bon vivant. Mais, tu vois. Ok. Et pourquoi ancien psychorigide? Oh, là, je suis détendu, regarde. Là, au moment où on se parle, je suis pieds nus et en pyjama. Alors, t'as des pantoufles Jason Brokers? C'est un des mecs que je kiffe dans le stand-up. C'est un grand frère. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. Il m'a donné des conseils. Il sait que je le trouve fort. Humainement, qui est quand même le truc le plus important pour moi, c'est peut-être un des mecs les plus sains que j'ai croisés dans ce métier. Il n'y en a pas beaucoup. Non, franchement, j'ai beaucoup de respect humainement, professionnellement. Enfin, le mec, il a toutes les cases. Et il joue bien au foot en plus. Ah ouais? Là, je lui ai dressé. Ah non, faut que je dise une saloperie parce que là, déjà, je m'en veux un peu d'avoir été trop sympa. Ah ouais? Ouais. Bah, fonce. Bah, il a pas de cheveux. Voilà. J'ai rien d'autre, désolé. Toi, t'es un sniper. Hein. À mort. Vous avez pas de cheveux? Tu sais, t'as toujours des applaudissements en télé. Ouais. Derrière. Bravo! Est-ce que des fois, c'est monté en télé? Les réactions au public? Non, jamais. Non? Jamais. En revanche, c'est arrivé, mais très peu de fois, peut-être 3 fois en 3 saisons, tu vois. Ça fait une moyenne de 1 fois par saison, je dirais. T'es un maths? Qu'ils enlèvent une vanne. Ouais, je suis très fort en maths. Ah, ils enlèvent pas... Je pensais qu'ils coupaient énormément. Ah non, de ouf que non. Non, c'est très différent de... le boss du game qui est dans cet exercice qui est Laurent Baffy.
qui lui tentait toutes les minutes. Et on en enlevait la moitié, mais il en restait même un peu plus. C'est lui qui le dit, donc c'est vraiment zéro secret. Et il est trop fort, et c'est le meilleur. Mais moi, malheureusement, je fais un peu différemment. Moi, je parle 4-5 fois dans l'émission, et à la fin, il faut qu'il reste 4-5, sinon déjà que c'est pas beaucoup. Si t'en enlèves 2, il en reste que 3, gros. Et c'est toi qui préfères garder peu, non, mais bien moi, je suis assez exigeant. Et plusieurs fois, j'ai dit, bah, tu vois, les 3 qu'ils enlèvent, c'est moi qui demande, non, j'aime pas. C'est pas au niveau. Et ils disent, mais arrête, tu rigoles, ça passe. Surtout quand en télé, tu sais, c'est souvent de l'humeur, c'est de l'ambiance. Ouais. Moi, en tant qu'auteur et mec qui écrit des vannes, t'as envie d'être un peu fier de ta vanne quand même. Donc ça m'est arrivé de dire, celle-là, non, je préfère que tu l'enlèves. Ah bon, t'es sûr? Ouais, franchement, ouais. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment toi tu ferais, mais tu préfères en avoir 4 excellentes? Je dis pas qu'elles sont excellentes, hein, mais c'est pour la question. 4 excellentes ou 4 très bonnes et 6 bonnes ou 10 cool? Tu captes l'idée? Ouais, je pense que j'essaierai de voir ça en termes de... Vu que maintenant j'ai l'impression qu'on peut... En fait, ça dépend combien tu fais d'émissions. Une par semaine. Je pense qu'une fois par semaine, tu peux te permettre d'en avoir 4-5 bonnes et de pas miser sur la quantité parce que de toute façon, le vendredi suivant, tu seras encore là. Bah de ouf, c'est exactement ce que je pense. Je trouve ça assez... c'est mieux que de gaver les gens. Et je vais même aller plus loin. Vas-y. Maintenant, il y a les... Tu m'autorises? S'il te plaît. Maintenant, il y a les réseaux. Ouais. Du coup, j'en ai besoin de 2-3 bonnes par semaine. Max. Je préfère avoir 2-3 fortes que... Ah ouais. De toute façon, sur les réseaux, tu les mets pas toutes, tu mets celles qui te paraissent un peu cool. Celles qui vont buzzer? Ouais. Tout un roi de la com. Ouais. T'as failli refuser l'émission? De ouf. J'ai failli refuser... je vais même aller plus loin que ça. J'ai refusé l'espace de quelques minutes. En fait, le producteur croyait, je crois, pas mal en moi. Ce qui m'a touché a posteriori, parce que je me suis rendu compte quand même, on se connaît pas. La chaîne voulait pas de moi et lui m'a imposé, alors que de nulle part. Ça doit être chelou ton premier jour quand tu sais qu'on t'a imposé, quoi. Je le savais pas. Ah, ok. Je l'ai su à la fin de la saison et c'est la chaîne Très Bonne Joueuse qui vient me voir par l'intermédiaire d'un des patrons et qui me dit, tu sais, à la soirée de fin d'année, qui me ont dit la vérité. En fait, c'est Régis, donc le producteur, qui t'a imposé. À la base, nous, on cherchait un autre profil complètement différent. Et il nous a mis sur le fait accompli le jour du pilote. Donc le pilote, c'est l'émission 0 qui n'est pas diffusée, c'est le test grandeur nature. On arrive en régie et il est là, lui. On avait dit non. Et moi, il me l'avait pas dit. Moi, il m'a juste dit viens, tu vois. Mais non, pour répondre à ta question, j'ai failli refuser parce que je fais le pilote justement et il y a pas de public. C'est un pilote. Ah ouais, donc c'est horrible. Il y a pas Monica Bellucci. Ni Vincent Cassel. C'est pire. Il y a des gens de la prod, donc il y a la nana du son, le mec du montage qui joue Monica Bellucci et Vincent Cassel. Et toi, tu lèves la main. Excusez-moi, Monica, c'est comme quand vous disiez ça et en fait, c'était ma voiture. Pas de public, blanc, rien. Et là, je sors de là, je me dis gros, ça va être dur. Je me vois lever la main. Les gens, ils vont me comparer à Baffy sur les réseaux. Je vais me faire insulter. Et la vérité, c'est que j'avais déjà eu l'occasion de faire 2-3 émissions de télé avant qui n'avaient pas changé ma vie, tu vois. Et je me suis dit, ce sera une de plus ou une de moins. Je vais me concentrer sur mon spectacle. Moi, j'aime le stand-up, c'est ça que je fais. Et il m'a dit, s'il te plaît, fais-nous confiance. Ça fait 10 ans qu'on cherche depuis Eboué chez Fogiel. Fais une émission. J'en fais une. Et j'ai tellement de retours, de messages, de tweets, de machin, que je me rends compte que c'est gros, en fait, ce truc. Et je les remercie d'avoir insisté et d'avoir pensé à moi, quoi. Et les émissions que tu avais fait avant, c'était aussi de l'humour ou... Ouais, je faisais des micro-trottes, des caméras cachées pour Canal qui étaient assez rigolotes. Enfin, pardon, c'est très bizarre de dire ça de soi-même, mais j'ai des très bons souvenirs. Je faisais ça et je me marrais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'allais à Marseille et je faisais croire que l'accent marseillais était interdit par Macron maintenant. Et c'est une vidéo qui a fait 25 millions de vues sur les réseaux. Et personne ne saura jamais que c'est moi. Ah ouais, t'étais pas... Tout le monde connaît cette vidéo. T'étais pas à l'écran? Non, il y a mon bras et tu vois un micro-trotte où il y a le bout de ton nez, quoi. Il y a ta joue. Putain. Moi, il y a mon nez qui dépasse. J'ai un nez un peu, tu vois, il dépassait un peu dans le cadre. C'est ta marque de fabrique un peu? Ça et les clins d'œil. Je faisais les clins d'œil. Les clins d'œil au journal. Frère, j'ai bossé, wesh. Ah ouais. Quand j'étais jeune, je commençais comme journaliste de foot. J'étais très jeune, j'avais 19 ans. Et effectivement, je ponctuais toutes mes émissions par un clin d'œil bien ringos, genre ciao. Mais surtout, c'est pas hyper visuel pour le podcast, mais je te jure, c'est un peu marrant. Mais... Et du coup, il y avait un article du Parisien qui a dit Paul de Saint-Cernin, le clin d'œil du Daily Sport. C'était le nom de l'émission.
Et du coup, voilà, j'étais très fier. Aujourd'hui, par exemple, si tu me demandes, t'aimerais bien encore faire ça, je dirais, bah, pas forcément. Mais en fait, j'ai l'impression que ça va pas du tout avec ta personnalité. C'est comme, il y a un autre truc que t'as fait, je l'ai lu, j'étais là, mais pas du... Enfin, quid. Pas du tout. T'as présenté... T'étais en co-animation du morning de Non-Stop People. Ouais, j'ai fait ça. Et bah, ça allait avec ma volonté de faire rire, en fait. J'étais journaliste et je voulais exprimer ma personnalité, faire des vannes. Et il y a un mec qui m'appelle et qui me dit... Et là, Canal+ me propose un contrat à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un gros machin. Et je refuse ce truc-là pour partir... Là, t'avais 19 ans. Non, un peu plus, je devais avoir 21, 22, un truc comme ça. Et je refuse ce contrat et je pars sur cette chaîne. Parce que le patron m'appelle et me dit on va faire un truc super, ça va être du divertissement, on va recevoir des comédiens, des acteurs, vous allez rigoler, ça va être du late show. Et en fait j'arrive et je me suis un peu fait avoir, c'était pas du tout le déjà c'était un morning. Bah c'était un journal, mais des infos culture. La reine d'Angleterre est fâchée contre son fils Harry parce que il est pas venu à la commémoration de je sais pas quoi. Johnny Hallyday sort un nouvel album. C'était à l'époque où il sortait que de gens morts là. Des albums. Et bah en fait ouais, on faisait quand même l'actu des personnes âgées, hein, je crois. Et, bah, la télé quoi. Ouais voilà c'est ça. Et non donc c'était un journal, mais je rigolais bien avec ma co-présentatrice, elle est super, c'est une autrice en plus. Aujourd'hui elle écrit des vannes, elle a écrit des vannes avec Bérangère Krief et tout. Ok, Mélodie Wilbert, c'est ça. Ouais. Excusez-moi, vous avez potassé toute ma life comme ça, c'est beau. Mais non, mais t'en parlais. C'est beau. Je sais plus, je sais pas, j'ai entendu quelqu'un te poser des questions au sujet des Miss que tu connaissais et elle, vu que c'est une ex-Miss, t'en avait parlé, t'as bosser avec. Elle est super drôle. Ah ouais, je connais pas du tout. Elle écrivait pour Canteloup pendant des années, tu sais, l'émission de TF1 et tout ça, enfin, elle fait partie du pôle d'auteur un peu qui tourne. Canteloup qui n'a pas de... Absolument. Chevaux, si, il a plein de chevaux. Ah oui? Ouais, il fait du cheval. Ah oui. Beaucoup. Cette info, je l'avais oubliée de manière volontaire, je crois. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense qu'on t'a répété plein de fois et tu la retiens jamais. Je vais l'oublier maintenant. Tu sais, le matin, 1 ou 2 sucres dans ton café, Fanny. Au fait, il fait du cheval, Canteloup. 2 sucres, s'il vous plaît. T'as entendu ce que j'ai dit après? Ouais, 2 sucres. Je vais y penser chaque soir maintenant. Il y a 12 ans. Waouh. Sur Télésphère. Tu vas parler de toute ma life d'avant et... Vas-y. Sur Télésphère, ok. Waouh. On te demandait où tu te voyais dans 10 ans et tu disais présenter une émission sur Canal+, et tu parlais pas du tout d'humour. Pas du tout. C'est un truc qui... Toi, tes idoles, quand t'étais jeune, c'était rien à voir avec l'humour, avec l'écriture? C'est ça qui est fou. Mes idoles, c'était Zidane. Et à un moment, je me suis dit, tu seras jamais Zidane, car tu n'es pas assez fort. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour te rapprocher de ce monde-là, du foot? Bah, journaliste de foot. Ça a été ça mon premier goal, mon premier objectif, mon premier but dans la life. Quand j'ai quitté mon école d'ingénieur, c'était ça, quoi. C'était parler de foot à la télé. C'était déjà un métier qui n'était pas possible. Tu sais, c'est pas un métier traditionnel, ça n'existe pas. Le gars qui commente le match quand t'es petit, il y en a qu'un. Tu seras jamais ce gars-là. Ouais, voilà, il n'existe pas vraiment ce métier. Quand on te dit choisis ton métier. Et déjà, atteindre ce but-là, c'était fou. Mais alors être Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh, encore plus fou. Alors pourtant, j'étais très fan. Je regardais en boucle L'autre c'est moi de Gad. Je regardais la saison 1 du Jamel Comedy Club, laisse tomber. J'en ai bouffé. Je regardais H. Mon film préféré, c'était Mission Cléopâtre. Je pouvais te citer tout le film en entier. Enfin, j'étais dans ce type-là d'humour assez moderne, un peu stand-up. Cette génération-là, moi, c'est la mienne, tu vois. Quand je suis ado, les stars, c'est Eric et Ramzy et Jamel, tu vois. Mais jamais ça va être mon métier, quoi. Ça n'existe pas. Jusqu'au jour où la nécessité est beaucoup trop grande, ça m'intéresserait que tu me racontes toi, mais moi ça a été un truc trop fort et tu sais pas ce qui t'amène le premier jour à monter sur scène dans ce bar où t'es en galère et où les gens mangent, quoi. Mais c'est trop fort. C'était où ta première scène? Je sais pas. Je me demande si c'était pas un labo au Paname. Paname, c'est un comedy club à Paris. Donc le labo, c'est une scène vraiment dure, genre à 15h le week-end, c'est ça? Ouais, là c'était en semaine vers 17h, un truc comme ça. C'est terrible. Et tu dois ramener toi-même 2 copains parce qu'il n'y a pas de public. Donc chaque humoriste qui débute ramène 2 copains. Si on est 5 humoristes, ça fait un public de 10, on peut jouer. Ça te fout une angoisse quand je te le dis. Je pense qu'en fait, c'est leur technique pour pas qu'il y ait plus d'humoristes. C'est genre dégoûter tout le monde à l'entrée et comme ça, plus personne va remonter sur scène après. Tu rigoles, mais c'est une vraie sélection. Hein. Ceux qui survivent au labo, bah, ils ont vraiment envie de faire ce métier.
D'ailleurs, tu mets longtemps à passer du labo. Peut-être c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais moi, à mon époque, il y avait beaucoup moins de plateaux. Je parle comme un vieux, mais quand je commence... T'as quel âge, toi ? J'ai 33. T'as quel âge, toi ? 30. Ouais, ça, mais on commence peut-être en même temps, non ? Il y a 5 ans ? Ouais, c'est ça. Et peut-être quand tu commences, il y a quand même 2-3 plateaux, mais pas... Tu sais, ils sont connus, quoi. Aujourd'hui, il y a des plateaux, moi-même en tant qu'humoriste, que je connais pas, tellement il y en a, tu vois. Et donc, à l'époque, les places sont chères. Et donc, tu restes longtemps au labo. Le labo, c'est la Ligue 2, quoi. Pour les gens qui nous écoutent, c'est un centre de formation, mais oh là là. Ouais, c'est une galère. En fait, disons que j'ai l'impression que c'est hyper dur de prendre du plaisir. Sauf que le rire, il vient souvent avec le plaisir, hein, malheureusement, tu vois. Du coup, si t'en prends pas, c'est dur de faire rire les gens, c'est dur de toi-même kiffer, donc de les faire encore plus rire, et t'as pas ce cercle vertueux qui marche un peu mieux aujourd'hui dans nos spectacles, tu vois. Moi, j'arrive à ressentir un peu ça maintenant. C'est pas que ma blague est meilleure que la veille, c'est que je prends plus de plaisir à la dire que la veille. D'où ça venait cette envie de faire des blagues ? Enfin, à quel moment t'es passé du Jamel Comedy Club c'est incroyable à imagine j'essaye ? Et c'est assez rigolo, mais je regardais les vidéos du Whoop. Donc c'était un collectif sur YouTube avec notamment Hakim Djemili et Norman, Hugo tout seul. Et à la fin, il disait venez au Paname, on joue notre spectacle ou je sais pas quoi. Et j'y vais, je tombe sur Mathieu Madénian la première fois, et je suis tellement heureux de le voir faire que je sors de là. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le chapeau où tu donnes un peu d'argent à la fin pour remercier le comédien. J'ai rien sur moi. Je marche une dizaine de minutes jusqu'à République, à la distributeur le plus proche. Je tire 10 balles ou je sais plus combien. Et je remonte et je reviens le voir et je lui dis tiens mec, j'ai trop kiffé, c'est pour toi, merci beaucoup. Et je pars. Et je me dis j'ai découvert un nouveau monde, c'est ça que je veux faire, quoi. Ça y est, c'est ça que je veux faire. À l'époque, tu te dis juste je kiffe être marrant, je kiffe faire des vannes. Et maintenant que t'écris un spectacle, tu commences à comprendre qu'en fait, peut-être ça te fait du bien, peut-être t'as des failles à combler, peut-être tu vas chercher un peu d'amour. Mais à l'époque, tu te dis juste j'ai envie d'être marrant, faut que je monte sur scène, j'ai envie d'être marrant, faut que je monte sur scène. Enfin, moi, à l'époque, je me rends pas du tout compte qu'il y a un truc beaucoup plus profond que ça. Et tu t'en es rendu compte comment ? Très récemment, en écrivant le spectacle que je viens de commencer en ce moment, et en fouillant un peu à l'intérieur de moi ce que je ne sais pas faire, ce qui m'est très désagréable car très impudique. Je me suis forcé. Je suis persuadé que c'est une des conditions, et mon entourage m'a encouragé à le faire. Je suis persuadé que c'est une des conditions nécessaires pour avoir un spectacle marquant et touchant. Tu peux écrire les meilleures vannes du monde et avoir les plus gros rires du monde. Je sais pas si tu touches autant un public que si tu te livres à fond. Tu parles de toi. Il n'y a pas de règle, c'est un truc auquel moi je crois. Voilà, ou en tout cas je commence à croire. Au début j'ai fait confiance aux gens qui m'ont dit ça, et maintenant je commence à croire qu'ils ont raison. Et du coup, très récemment, c'est 3, 4, 5, 6 derniers mois en fait, j'ai découvert ça. Ah ouais, c'est récent. Mais laisse tomber. Tu n'imagines pas, en fait j'ai écrit un premier spectacle avec que des vannes. Je les joue en rodage, rire. Casse des salles, c'est super. Et mes coproducteurs me disent en fait je pense qu'on veut autre chose. Et en fait je réécris mon spectacle. Il y a 75% du spectacle que je réécris sur un truc vachement plus perso, intime, et t'as sûrement moins de vannes, moins de punch, et encore, quoique, il commence à y en avoir autant. Mais à la fin, effectivement, le public sort pas de la même manière. J'ai vu des gens pleurer, me prendre dans leurs bras à la fin du spectacle. C'était si mauvais. C'est horrible. Je vous ai adoré à la télé, mais alors je vous ai détesté sur scène. S'il vous plaît, repartez en télé. Rendez-moi mes 20 balles. Vous avez pas un mouchoir? C'est toi qui t'as dû retourner au distributeur pour lui rendre son oseille, d'accord? Exactement. Okay. Et c'était Mathieu Madénian. Putain. Et Canteloup, qui avait des cheveux. Impossible. Il était à cheval? Pas du tout en scooter, pourquoi tu dis ça? Ah merde, okay. Désolée. Ok, c'est tout récent. Mais c'est fou, moi j'ai eu un peu la même chose. J'ai fait 40 dates de rodage avec le spectacle. Ouais. Et puis c'était fin juin. On commençait la vraie tournée dans les vraies salles, enfin dans les vraies grosses salles en octobre. Et là je l'aime pas le spectacle. Non. Ça va pas aller. Ça va pas, je peux pas partir en tournée avec ça. Et j'ai pété un câble. Et en juillet, j'ai plus touché à rien. Je ne l'ai pas lu, je n'ai rien fait. Et en août, je me suis mis un programme, mais genre militaire.
avec à chaque fois, ok, tel jour tu dois faire ça, 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 machin. J'ai réécrit une demi-heure, j'ai coupé dedans. Et maintenant, je suis à une forme que j'aime vraiment bien. Mais changer en cours de route, je trouve ça tellement effrayant. Ah, mais moi, ça m'a traumatisé. Puis surtout, moi, je suis un partisan du moindre effort. Je peux bosser beaucoup si je sais qu'il y a un résultat à la fin. Moi, bosser dans le vide, c'est terrible. Et là, on me disait, bah, t'as 1 heure de spectacle, bah, voilà, ça sert à rien. Ça rend fou. Tu te dis, non, je vais les essorer jusqu'à la dernière minute. Moi, je suis un mec, j'ai écrit cette vanne. Crois-moi que tout le monde qui peut potentiellement l'entendre va l'entendre. Et je vais la rentabiliser, cette vanne. Mais c'est marrant que tu me dises, je l'aime pas ce spectacle, tu t'en rends compte au moment. Parce que moi, je le dis différemment. On me pose la question, mais toi, t'achèterais un billet pour voir ton spectacle? Et là, bug. Et je réfléchis vraiment, honnêtement, objectivement, premier degré. Paul, sors-toi de toute considération. Est-ce que t'achèterais un billet pour voir ce spectacle, toi, Paul? Oh, je crois pas. Terrible de se faire ce constat-là. Ah bah ouais. Et du coup, effectivement, je réécris. Alors que, et toi, je pense que c'est pareil, alors qu'il est, entre guillemets, efficace. Enfin, tu vois, ça rit, tout va bien, quoi. Ah oui, ça rigolait, et les gens, ils étaient contents. Il y avait un problème de structure, mais ça, je le savais, c'était assez objectif et tout. Mais du coup, il y a plein de gens qui se seraient satisfaits de ça. Ah oui, de ouf. Tu vois? Mais c'est juste que je trouve ça tellement difficile de vendre un truc. Enfin, de vendre dans le sens de défendre quelque chose quand toi, t'es pas convaincu à 100%, quoi. Et bah, peut-être que ce que tu racontes, c'est la différence entre un artiste et un vendeur. Un mec qui a fait un super bel objet marketing, un spectacle efficace, et puis il vient de donner. Même si au fond de lui, ça lui parle peut-être pas forcément. Je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais... Ouais, j'ai l'impression que juste les intentions sont pas les mêmes, quoi. Il y en a qui veulent juste être des vendeurs d'un produit. Et je juge pas du tout. Ah non, mais moi, tant que les gens, ils savent ce qu'ils veulent, il y en a qui disent clairement, moi, ce que je veux dans la vie, c'est être connu. C'est pas faire un bon spectacle, c'est pas machin, c'est être connu. Ouais. Et ils réussissent très bien. Ouais. Et c'est à partir du moment où t'es aligné, je trouve, avec ce que tu veux. Ouais, je suis d'accord. Puis en fait, ça part toujours, à mon avis, d'une névrose ou d'un truc ou de ton histoire perso. Du coup, bah, en fait, je peux pas du tout juger son choix, vu qu'on n'a pas la même vie. Donc, à fond. Tu combles quoi, toi? Bon, je pense que ça va être très cliché, mais je pourrais l'expliquer de manière un peu plus précise. Mais si tu dézoomes et tu dézoomes et tu dézoomes à fond, à la fin, tu viens chercher de l'amour sur scène. Moi, j'en suis persuadé. Et les humoristes qui te disent non, non, pas moi, je remets pas en doute ce qu'ils pensent. Je pense juste qu'ils s'en sont pas encore rendus compte. Je connais plein de mecs marrants, hein. Ils ont aucune envie de monter sur scène, mec, et de risquer de prendre des bites devant des gens. C'est pas juste je suis marrant, j'ai envie de monter sur scène. Ça, j'y crois pas vraiment. Je connais plein de gens marrants. Jamais ils me disent, mec, je vais monter sur scène là-bas pour faire quoi? T'es fou? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le stress d'avant, la panique d'après, la vie qui va avec en vaut la chandelle? Pour eux, c'est clair et net. Jamais je fais ça, gros. Et du coup, pour que nous, le jeu en vaille la chandelle, c'est qu'on a un truc supplémentaire à combler ou tu vois, il y a quelque chose à faire. Moi, je crois que c'est ça. C'est putain, enfin vous me trouvez cool, vous m'acceptez, vous avez envie d'être mon copain, vous me trouvez sympa, et si je vais encore un peu plus à fond dans la sincérité, je dirais même, et j'en suis pas fier, mais il y a un côté, ah, je suis content, vous me trouvez un peu malin et intelligent, parce qu'il y a des vannes où vous vous dites, ah, bien joué, il est malin et intelligent. J'ai un peu cette satisfaction. Après 2-3 punchs de quelle époque, je me suis parlé de manière hyper sincère et je me suis dit qu'est-ce qui te satisfait à fond là-dedans? Et je me suis répondu de manière la plus honnête possible en disant je crois que je suis un peu fier quand les gens ils se disent putain, comment il a pensé à ça et il a fait le lien entre ça et ça aussi rapidement. Ça, c'est un espèce de truc à combler de vous avez vu, hein, je suis intelligent. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je sais, voilà, j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, mais j'essaie de répondre à ta question de manière la plus transparente possible. Alors autant les trucs, enfin, tu viens d'une famille nombreuse? Ouais, et né de 6 enfants, 8 membres. 8 membres. Bah 8 membres, c'est beaucoup, c'est plus que toute l'équipe de France paralympique. Car c'est une blague de membres. T'aimes pas les jeux de mots? Si, j'adore les jeux de mots. T'aimes pas les jeux de mots? T'as aimé les paras? T'as regardé? T'as kiffé? J'ai pas du tout regardé les Jeux Olympiques ou Paralympiques. On a appris plein de trucs, hein. Moi, j'ai appris qu'avec 4 paires de baskets et 3 de jogging, tu peux habiller 13 personnes. J'ai appris plein de trucs pendant les paras. Est-ce que tu recycles tes vannes? Oui. Écoute, fais-toi plaisir. Non, c'est vrai, j'avoue. Je rentabilise la moindre vanne. Je vois. Ok, c'est très bien. Ouais, famille nombreuse. Famille nombreuse. Est-ce qu'il y avait un truc justement de comment exister en faisant des blagues, en étant le plus marrant? Je crois pas trop que ça vient de là.
En plus, quand t'es l'aîné, quand t'es jeune, tes parents, ils ont du temps pour toi. Plus que pour le numéro 4, 5 ou 6. Donc je dirais pas. D'ailleurs, qui n'ont pas de prénom. Non, c'est numéro 4. Ouais. Ouais, c'est numéro 4. Qu'est-ce qu'on disait ? Que non, ça vient pas de là. Non, ça vient d'un gros décalage à l'école. Tu sais, moi, j'avais 2 ans d'avance. Et du coup, j'étais pas le mec cool, j'étais le petit jeune, le bébé, quoi. J'avais pas de meuf, j'étais pas invité aux soirées. Je me sentais vraiment en décalage. Je me suis senti ensuite en décalage au foot, où j'étais le seul qui ressemblait à Louis XVI. Tu vois, c'est différent aussi. C'est ton petit surnom à l'époque ? C'était mon surnom de ouf. C'est drôle parce que j'ai plus besoin de faire de vannes là-dessus. Je dis juste ça. J'arrive au foot et il y a un mec qui fait « Les gars, il y a Louis XVI !» Et les gens rient à fond. Et je trouve ça tellement abusé. Il n'y a pas de vanne. C'est juste... Ça veut dire quoi ? C'est vrai ? Quoi. Allez vous faire foutre, quoi. Tu sais, c'est fou de rire fort à ça. Ça veut dire vraiment « Ah, les bâtards, ils ont raison, tu vois. » Du coup, ouais, tout ce truc de décalage où je me sentais pas vraiment inclus, peut-être là, il est comblé, tu vois. Le gars qui avait pas de copain, qui se faisait un peu... parfois... voilà quoi, qui se faisait un peu taper à l'école et tout. Peut-être maintenant, quand il monte sur scène, tout le monde veut être son copain. C'est super, peut-être ça comble ça, tu vois. Je pense. Je sais pas si t'as lu Célèbre de Maud Ventura. Non, mais j'ai vu Camping 4. Ah, c'est pas la même. Ok. Non, c'est pas encore adapté en film. Taxi 5, rien à voir ? Non. Ok, alors Célèbre de Maud Ventura. Le 1. Ok. Il y a quand même Franck Dubosc, rassure-moi. Mais non, c'est un livre. Oh merde. Donc il y est pas encore. Mais je suis sûre que voilà, Maud pensera à lui si elle l'adapte. Et c'est un roman sur une meuf qui est obsédée par la célébrité. Et c'est un peu tout son processus à travers le fait qu'elle veut devenir célèbre, qu'elle le devient et tout. Et il y a plein de passages où elle explique que la célébrité, c'est une vengeance. Et qu'il y a toujours un truc de... On t'a pris quelque chose dans ton enfance et tu veux le récupérer. Et même plus que ça. Il y a toujours un truc de vengeance, en vrai. C'est un peu extrême, mais je pense que c'est vrai. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je me disais pourquoi tous les gens qui passent à la télé, ils disent quand j'étais petit, il m'est arrivé ça, mon papa, il m'a jamais dit ça, machin. Il y a jamais quelqu'un juste, il est cool et tout va bien, genre. Et en fait, non. C'est très cliché, mais chez les humoristes, t'as le petit gros qui avait pas de copain, le petit maigre qui était faible, celui qui a un handicap physique ou machin. Enfin, tu vois, c'est quand même très très répandu chez les humoristes. On est que les chiens de la casse. Hein. C'est ouf, hein. Que des cassos. C'est vraiment le banc de touche de la vie. C'est le banc de touche de la vie. C'est vrai que t'es fan de foot, toi, j'ai oublié ça. Oui, je t'ai entendu dans un podcast parler de Delphine Cascarino, je cassais ma tête. J'ai parlé d'elle ? Ouais. Trop marrant. Ouais. Elle est forte, hein. C'est la meilleure, je l'aime trop. En fait, elle est technique. Elle est très technique. Et du coup, tu te dis, putain, elle, par exemple, elle joue mieux que moi de ouf. Ah bah ouais. Enfin, je t'ai jamais vu jouer, mais... Ouais. Non, Delphine Cascarino, ouais. Foot féminin, je sais pas qui c'est ma préf. C'est peut-être elle. Hein. Ouais, c'est elle, Bacha. Ouais. Selma Bacha, ouais, j'aime bien. Sakina, Karchaoui. Karchaoui, ouais. Oui, le banc de touche de la vie. Ouais, on est des chiens de la casse. On est tous des cassos parce qu'on a tous un truc à combler. Et ce qu'elle disait, Maud Ventura, du coup, je trouvais ça un peu extrême, mais en fait un peu vrai. C'était fou de regarder la télé, de se dire, putain, mais tous les gens qui sont artistes, ils ont un problème dans la vie. Il y a un dépressif, hein, l'autre il a pas connu son papa, l'autre il était gros et maintenant il est content parce que les filles le regardent, l'autre tout est fou, il y a pas un mec je trouve ça fou. Mais il y a des contre-exemples, j'en suis sûr. Non ? En vrai ? Je sais pas. Ceux où je me dis ouais, peut-être lui, c'est juste que je les connais pas assez. Genre tu vois, moi je pensais que Baptiste Le Caplin, c'était un gars, et tu vois, il fait le fou, voilà, tout est marrant et tout, et puis en fait sa vie elle est dure quoi. Ouais. Il y a plein de gens, à chaque fois je suis surprise de dire ah ok, il est là le trou dans ton cœur. Ouais. Du coup, ouais, décalage, 2 ans d'écart, t'as eu ton bac à 16 ans. Du coup, t'étais déjà le gros cerveau. Ouais, mais c'était pas tellement comme ça. J'étais pas le premier de la classe et tout. J'étais pas le gros cerveau en vrai. J'étais plutôt le mec qui capte vite, qui répond aux questions, qui passe entre les gouttes et qui essaye de faire de la merde pour faire semblant qu'il est cool comme les autres, quoi. J'étais un peu ce mec-là, tu vois. Et c'est à quel moment que t'as trouvé ta place ? Toujours pas, mais je crois que ça a vachement aidé quand j'ai commencé à parler de foot à la télé. Purée, je me suis dit, je suis bien là où je suis, je prends du plaisir à le faire, et les gens ils me disent bravo, c'est cool ce que t'as dit. Et première fois où tout s'aligne comme ça,
Et très vite, je me rends compte que non, j'ai besoin de dire autre chose, j'ai besoin de dire un truc en plus, je comprends pas pourquoi, je me casse. C'est quand même le rêve de tout jeune journaliste de sport de 19 ans que Canal+ te propose un contrat, tu vois. Et moi, non, je sais pas pourquoi, il faut que je parte de là, il faut que je dise autre chose, il faut que j'aille dans des bars, faire des blagues et dire des trucs, quoi. Attends, mais t'as commencé si tôt l'humour ? Non, mais ça commence par l'envie de plus être journaliste et d'être animateur. Et ensuite, ça se transforme en animateur humoriste, quoi. C'est des graduations. C'est vraiment, on a mis la grenouille dans l'eau froide et puis on a fait chauffer petit à petit, quoi. Ouais, exactement. J'ai pas la ref, mais j'ai l'image en tête. Ah, c'est la métaphore de si tu mets une grenouille dans de l'eau chaude, elle va directement partir, alors que si tu la mets dans l'eau froide et que tu fais chauffer l'eau, elle va mourir parce qu'elle va rester dedans. Ah ouais. Tu faisais pas ça quand t'étais petit? Non, je rigole, j'imagine. Putain, dommage que les gens ils voient pas parce que t'as vraiment fait la tête qu'elle est avec et du coup il y a eu une demi-seconde de wesh. J'ai vu le doute. Ouais, j'ai vu le doute. Ton premier bide? Mon premier bide. Tu l'as vécu comment? Waouh, mal. Alors je l'ai pas en tête mais très mal. C'est fou avec ce métier, tu sors de là, c'est bien passé, t'es Superman. Allez tous se faire enculer, je suis le meilleur du monde, de toute façon. Et tu prends un bide, personne m'aime, de toute façon. Je savais depuis toujours, je suis pas fait pour ça, de toute façon. Donc je l'ai pas en tête, mais je sais que je l'ai mal vécu, je te le dis. Hein. C'est sûr et certain. Et après, je me suis... c'est pas bien ce que je vais dire, mais j'ai vu un humoriste très connu qui était une de mes idoles au Paname, et puis ça a moins marché que d'habitude. Je me suis dit, même lui... C'est rassurant hein, quand même on voit lui, les... Parfois, ça rigole pas après des phrases. Oh ah ouais, donc c'est normal en fait. Et on m'a expliqué, mais mec, c'est normal. Tu viens jouer ici 2 fois par jour, tous les jours de l'année. Bah en fait, il y en a 1 sur 5 qui sera nulle, mec. C'est le taf. Moi j'ai dit, mais pourquoi moi c'est 4 sur 5 ? Non, c'est pas non, mais tu vois, ça m'a un peu réconcilié avec ça. Quand j'ai vu un... Parce que quand tu connais pas ça, tu regardes le DVD des mecs de l'humour. Aujourd'hui, c'est Netflix et Canal. Quoi. Tu te dis, grande salle, que des vannes, que des trucs, tout est super. C'est ça l'humour. Pas du tout. Ça, c'est l'essence de ton stand-up. Le jour J où fallait capter. Et on a fait un montage derrière, mec. Vraiment, ça, c'est pas ça ton métier. Et ça, tu le sais pas, en fait. Tant que tu montes pas sur scène, tu le sais pas. Et même quand tu commences à monter sur scène et que ça arrive pas, tu penses que t'es nul. Ok, t'es un peu nul. Oui, bah oui, au début, oui. Mais ouais, ça, tu désacralises tout ça très vite, en fait. Toi, t'as commencé à 25, du coup ? Ouais, je pense. Un peu plus tard, peut-être. Et t'avais quoi comme ambition à la base ? Je suis très nul en date. Masteriser cet art qu'est le stand-up. Je ah ouais, sais rien pas que ça, toi. Par quoi ? Ouais, en fait, ouais, je suis honnête. Hein. Je voulais qu'on dise... Bah voilà, je vais te faire une métaphore foot. Il y a des mecs, ils ont pas gagné tous les trophées du monde, mais je sais qu'ils sont forts au foot. Tu vois à son contrôle, tu vois à la manière dont il joue au foot. Lui, il est fort au foot. Pastore sera jamais une star. Dans ma tête, il sait ce que c'est le foot. Il joue au foot, laisse tomber. Il a masterisé son sport. Je veux être ce gars-là. Je veux qu'à la fin, on me mette dans la même case que un Roman Fressinet ou un Jason. Jason est beaucoup moins connu que Roman. À mes yeux, c'est les mêmes. Ils ont masterisé tous les deux le stand-up. Ils savent faire, ils maîtrisent l'art du stand-up. Voilà. J'ai envie qu'on se pose plus la question. Est-ce qu'il est marrant ? Est-ce que c'est le mec de la télé qui monte sur scène ? Non. C'est un mec qui maîtrise le stand-up, gros. Après, il fait des conneries en télé, il fait des trucs. Parfois, il présente des émissions de foot parce qu'il adore ça. Mais il a masterisé l'art du stand-up, il sait faire. Okay. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je refuse des trucs au cinéma. C'est que j'ai pas envie que faire 1 milliard de trucs sans jamais être très fort dans tous ces machins et on se dit juste, bah oui, lui, on le connaît, mais on sait pas trop à quoi il est très fort. Moi, j'ai envie qu'on se dise, il est très fort en stand-up. Et ça, je le sais assez vite. Hein. Dès que je commence à monter sur scène, j'ai ce machin-là qui est très clair dans mon esprit. Je vais m'entraîner, je vais bosser, je vais aller à la salle, en fait. Le Paname, c'est la salle de sport. Je vais aller à la salle et à la fin, je serai fort en stand-up. Où que ça me mène, hein. Que je remplisse l'Olympia ou que je joue pas, ou rien à foutre. Il sera fort en ça, il est fort en ça. Tu captes pas ce que je veux dire ? Ouais, mais c'est très mentalité sportive, je trouve. Peut-être, même sûrement. Je parlais avec Verino qui est un grand footballeur. Je crois pas. Mais par contre, qui est un grand stand-upper. Et il m'a dit, c'est fou, en fait, dès que je te pose une question, tu me réponds à chaque fois comme un sportif. Il m'a dit d'ailleurs, un peu chiant.
Non, mais dans le sens où un stand-upper, ça doit être vachement plus sur le ressenti, sur le temps d'échouer, pas sur la comparaison, il faut être premier ou deuxième ou troisième. Là où dans le sport, c'est des temps. Si j'ai fait 9,68, je suis plus rapide que toi qui fait 9,72. C'est simple. Parce que tu peux pas. Roman Frécinet, il peut pas se comparer à Artus. Et Artus peut pas se comparer à Alban Ivanov, qui lui-même peut pas se comparer à Fanny Ruet, en fait. Vous faites pas le même métier. Donc, ça sert à rien d'essayer de comprendre comment eux, ils font et pourquoi lui, quand il dit ça, ça marche et moi non. Parce que c'est justement pas du tout un sport, mec. C'est l'inverse d'un sport. Ou alors, c'est tellement un sport que tu passes dans la catégorie des génies, où Messi, il fait tout l'inverse de ce que son entraîneur lui a dit de faire quand il était petit, je pense. Et c'est son génie et son ressenti qui parlent. Là, ok, tu peux comparer ça au sport. Mais c'est très rare. Tu vois, c'est pas les gammes. C'est pas contrôle passe et tu les fais 20 fois et à la fin, tu sauras bien le faire. Alors, on passe à la musique. Ouais. Pardon. Parce que j'ai l'impression que je te parle qu'à toi, du coup, tu captes ce que je veux dire. Ah oui, non, t'inquiète. Mais peut-être les gens qui nous écoutent, ça doit les saouler. Et c'est l'élite qui écoute ce podcast. C'est vrai, c'est vrai. Bon, non, maintenant, il est tellement grand public que ça y est. Tu veux dire qu'il y a des cons maintenant? Ça y est, là, c'est l'électorat de... C'est TPMP qui écoute maintenant. Ça y est. Ah putain, on embrasse Cyril. Bah, tu sais que moi, je l'ai rencontré et tout, et on s'entend bien, c'est ça qui est ouf. C'est que moi, je le rencontre à l'époque, il me propose de venir plusieurs fois. Et tu sais, les débuts de TPMP, c'est pas mal, hein. Il paraît, ouais. Mais je te jure. Moi, j'étais encore journaliste à l'époque, et on regardait parce qu'on voyait nos bêtisiers chez eux. Genre, quand t'es sur un stade de foot, pardon d'y revenir, et que t'as le jet d'eau qui tourne et tu te fais arroser, bah la séquence, elle passe chez lui. Du coup, t'es un peu fier, tu te regardes, les gens, ils rigolent. Et du coup, tu te prends d'affection pour l'émission, et je me dis, putain, c'est cool ce qu'ils font, quoi. Combat et tout, machin, j'aime bien, tu vois. Il casse les codes, il a pas de prompteur, il est pas particulièrement mignon et beau gosse BCBG comme ils sont tous à la télé. Putain, c'est un gars qui aime bien le ping-pong et ses copains et il fait de la merde en télé comme je pourrais faire de la merde avec mes potes, quoi. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Mais pour te dire que si je le croise demain, en fait, je crois qu'on se checkerait et que tout irait bien. Parce que moi, je le connais d'une époque où il est trop cool, quoi. Mais je l'ai pas vu depuis longtemps. Eh ben, on l'embrasse. Ouais, on n'a pas de... C'est exactement ce qu'il aurait dit. C'est vrai, oui. Je m'inspire beaucoup de lui. On n'a pas de suite à ce sujet, mais voilà. Non, mais je le connais pas du tout. Et moi, je n'ai que du coup les a priori négatifs qu'on peut avoir. Mais qui sont hyper compréhensibles, hein, évidemment. Et j'ai jamais regardé une émission au complet. Donc, j'ai aussi, pardon. Pardon s'il nous écoute, mais là, voilà, gros. On ne l'embrasse plus ? Ah, gros, t'es parti dans un délire, gros. On t'a perdu, gros. Ouais. Avant, on était sur... le sport, la métaphore de sport. Ouais, je veux masteriser le stand-up. Et c'est pas un sport parce que tu peux pas te comparer, tu peux pas... Les sportifs, il faut pas avoir une mentalité de sportif dans le stand-up. Ce que me disait Verino. Et toi, t'arrives à... J'ai l'impression que t'es très, très rationnel. Ouais, et t'arrives à justement laisser place à l'émotion, au ressenti. Tout mon travail du moment, meuf. Laisse tomber. Ça veut dire sur une échelle de... Si j'ai 100 trucs à bosser en ce moment, il y en a 99, c'est ça. Ah ouais. Ouais, mais du coup, c'est passionnant. C'est un nouveau monde pour moi. Mais c'est dû... Enfin, ça s'explique très facilement et ça s'explique dans le spectacle, d'ailleurs. Voilà, c'est la manière dont je fonctionne, c'est la manière dont je suis fabriqué. Beaucoup de logique. Peut-être pas assez de ressenti. Ou alors trop, mais qui a été bloqué à cause d'un truc que je raconte dans le spectacle aussi. Donc, trop peu aujourd'hui. Sur scène, c'est fou. C'est soit j'explose, je sens que je suis à 2 doigts d'exploser et je ferme tout. Sinon, je vais me mettre à chialer là devant les gens et c'est pas possible pour moi. Je viens d'un milieu où on pleure pas et on montre jamais rien. Soit ça va rouler, tout va rouler, mais du coup, il manque l'étincelle. En pilote automatique, quoi. Ouais, voilà. Et c'est tout mon taf du moment et c'est fou parce que même dans ce domaine-là, tu peux progresser. Ah ouais. Alors peut-être parce que je pars de loin. Mais hyper agréable de me rendre compte que je partage un truc avec le public pendant 1 heure, que j'arrive à ressentir des machins au-delà de j'ai bien dit cette vanne avec la bonne pause au bon moment et la bonne chute au bon moment qui fait que mécaniquement on a un rire. Je suis plus du tout là-dessus. Maintenant je déconstruis tout ça. Je salis un peu tout ça et je le rends plus humain, plus moi. Et c'est fou du coup, c'est pas une science exacte. C'est pour ça que ça m'est très effrayant. Mais je pense que, pareil, 2e secret pour qu'un spectacle ait ce petit truc en plus. Tu vois ou pas ce que j'essaie de dire mal? Mais comment t'as fait pour... parce que j'ai l'impression que si c'est pas dans ta façon de fonctionner, c'est très compliqué de juste admettre qu'il y a une autre façon de penser. De ouf. C'est ce que j'explique dans le spectacle avec des vannes. C'est que tu peux pas demander
à quelqu'un de faire ce qu'il ne peut pas faire. Et j'explique de manière très triviale avec cette mauvaise vanne qui est c'est comme si t'es prof de tennis et que tu dis à Jamel Debbouze, je t'ai dit à demain le revers, Jamel. En fait, tu peux pas lui demander ça. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et je suis un peu dans ce cas-là avec les émotions. Et en tout cas, la manière de les exprimer. Pas de les ressentir, mais de les exprimer. Et quand même, ça se taffe. Quand même, ça se taffe. Et ça se taffe comment ? En parlant beaucoup avec des potes, avec mon co-auteur, et surtout en jouant. Désolé pour ce secret nul que je donne à tous les jeunes humoristes qui écoutent. Merde, je vais rien vous apprendre, mais en fait, tu joues et t'as appris un truc par rapport à la veille. En ce moment, mais je suis en plein dedans, quoi. Laisse tomber, c'est fou. C'est même concret, hein. C'est pas abstrait ce que je te dis, c'est concret, quoi. C'est tu joues, bah t'es plus relâché, plus dans le ressenti que la veille, parce que tu t'es forcé à pas bien faire. Tu t'es forcé à. Mais comment tu salis ? Comment tu salis ? Le bon rythme que t'as acquis, tu le désapprends. Si c'était génial hier, essaye de faire l'inverse d'hier. Pas pour que ce soit nul, pour que ce soit différent et que ce soit toujours ton ressenti qui te ramène sur la voie et pas cette espèce de musique avec tous les boulons bien serrés au bon endroit qui font que c'est parfait. Le chemin se fait, le train y passe. Mais en fait, non. Tu joues à être parfait. C'est terrifiant ce que tu dis. Ouais, mais... Bah, ouais, imagine pour WAM. Mais non, mais toi, peut-être tu l'as naturellement. Moi, je suis très... Une fois que la musique, elle est calée, je vois pas pourquoi je m'en éloignerais. Hein. Ouais. Je vais pas prendre le risque qu'un truc marche moins bien. Peut-être parce que t'es à l'étape d'après où toi, t'es déjà passé par « je cherche mon rythme et ma musique à fond ». C'est celle-là, ok, je la fixe. Peut-être. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pour que cette vanne, elle marche, il faut bien que un bon stand-upper, il dirait ça, il mettrait une pause là. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois un peu la diff ? Ouais. Moi, je peux être le très, 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 très bon élève qui va très bien appliquer ce qu'on lui dit de faire. Mais à fond, hein. Si tu me donnes le meilleur stand-upper du monde et qu'il me dit « dis ça comme ça, dis ça comme ça, dis ça comme ça », dès le soir même, je le fais de ouf. Mais en fait, ça va beaucoup moins bien marcher que dans sa bouche à lui. Et c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'en fait, du bon stand-up, c'est du stand-up de toi, authentique, toi, tout seul. Fin de l'histoire. Gros cliché, je suis désolé, tellement la vérité. Tellement la vérité. Tu peux me dire une vanne pas très marrante là, mais si tu la dis bien avec toi, ton œil de Fanny qui va friser au bon moment et tout, ça y est, fin de l'histoire. Ça va être la meilleure vanne du monde. C'est d'ailleurs pour ça que les gens rient beaucoup plus sur une impro que sur une bonne vanne. Parce que l'impro, il y a la magie de l'authenticité du moment, en fait. C'est toi-même, Paul, qui a répondu. C'est pas du tout le mec sur scène qui a répondu, hein. C'est là, Paul, il a parlé à une meuf dans le public. Bah, ça peut pas être plus juste que ça, car il ne joue pas. Fin. Pour moi, c'est la meilleure illustration de ce que je suis en train de te dire, c'est ça, c'est l'impro. Ce sera toujours plus marrante que la vanne, parce qu'elle est authentique et il y a la magie de ça. Et est-ce que tu étais stressé de faire de l'impro au début, vu que tu es très control freak ? Pas du tout. Je faisais même l'inverse. C'est d'ailleurs pour ça que le producteur de Quelle époque il me recrute, c'est qu'un jour il vient au Paname et je fais sur 7 minutes, comme je suis un gros feignant, je fais 6 minutes d'impro peut-être. Okay. Moi j'étais ce gars-là dans les comedy clubs. Je dis pas que j'étais connu pour ça, mais je faisais partie des mecs, on se disait ah Paul en impro, ouais, il gère. Parce que je faisais que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils me prennent dans Quelle époque. Et donc moi j'adore ça. Là je fais l'inverse. Je me force à réduire l'impro dans mes spectacles. Pour être quand même fier à la fin de mon produit. Ok. Si tu me demandes la question à moi tout seul, peut-être je fais une demi-heure d'impro, une demi-heure de vanne. Parce que j'adore ça aussi. Je prends du plaisir à le faire. Vraiment, hein, premier degré. Pourquoi tu te forces alors ? Ça, pour le coup, je fais confiance aux gens qui connaissent beaucoup mieux ce milieu que moi et qui te disent tu seras plus fier de ton produit une fois qu'il sera hyper bien écrit et tu pourras t'amuser en impro par-dessus. Okay. Fais dans l'ordre. Et quand tu vendras ta captation à Netflix, Canal, Amazon ou les mettras sur YouTube, et bah tu seras content qu'il n'y ait pas une demi-heure d'impro dedans parce que tu vends un spectacle, quoi. T'as envie qu'on le regarde dans 10 ans et d'en être fier. Tu serais surprise, ouais, en fait, mon public, je pense, de spectacle va être très féminin, contrairement à mon public de télé, où c'est de la vanne, du snipe. Je crois que ça plaît plus aux hommes. C'est des clichés, hein, mais ça se vérifie dans les chiffres quand même. Tu vois, sur mes abonnés, il y a beaucoup plus d'hommes, et à mes spectacles, il y a beaucoup plus de femmes. Et qui sont touchées, et qui se passent le mot entre elles.
Mon spectacle est très différent de ce que je montre à la télé. Dans quelle époque? Très très différent. Justement, moi je t'ai connu via Quelle époque, vu que je traîne jamais dans les comédie clubs à Paris, donc je connais assez peu les gens. Et du coup, je pensais que le stand-up c'était méga récent pour toi. Mais d'ailleurs, comme tout le monde, c'est normal, je montre rien de stand-up. Mais en fait, je viens de là, je viens du stand-up. Et c'est là où le producteur de Quelle époque vient me chercher. Et est-ce que t'avais peur au début, vu que ton premier spectacle, tu l'as lancé... Alors déjà, tu l'as lancé longtemps après avoir fait du stand-up. Donc t'as mis 8 ans pour écrire ton premier. Ouais, un peu moins, mais ouais, j'ai mis du temps. Entre ma première scène et... Ouais. Mais après, moi, j'étais pas le plus assidu dans les comédie clubs parce que j'avais un taf à la télé. Donc j'avais genre des émissions tous les jours. Parfois, j'étais en quotidienne, tu vois. Donc j'arrête. Pendant le Covid, par exemple, je joue pas, moi. Je suis à la télé et je vais pas dans les comédie clubs, tu sais, un peu les comédie clubs Scred ou les trucs comme ça. Je joue pas. J'ai joué, arrêté, quoi. Comédie club, c'était quand j'ai pas de taf en télé. Ah oui, ok. J'ai pas traîné 8 ans dans les comédie clubs, malheureusement. Okay. Sinon, mon niveau, il serait encore plus élevé. Ce serait ouf. Ce serait indécent. Ok. Et du coup, le spectacle entier, c'était un truc que quand même t'avais envie de faire, ou c'est juste tu te laissais le temps de bosser, de devenir meilleur et après tu te pencherais sur un truc long format? Un peu ça. Je savais qu'il y en aurait à un moment, parce que tu montes pas sur scène dans les comédie clubs juste pour monter sur scène dans les comédie clubs. Mais j'étais pas du tout pressé. En fait, moi je pars du principe que les mecs que j'ai kiffé jeunes, genre un Gad ou un Jamel, quand je regardais, ils avaient 3 spectacles, quoi. Tu sais, j'étais fan 15 ans des mecs, ils ont eu quoi, 3 spectacles en 15 ans, même pas. Et Foresti, tu vois, enfin, c'est des niveaux que j'atteindrai sûrement jamais. Et même ces goats-là, ils ont que 3, 4 spectacles. Laisse-toi le temps, mec, faut qu'il soit bien, hein, ton spectacle. Alors maintenant, il y a des humoristes, ils arrivent à en faire un par an, machin et tout, c'est super. Mais à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, putain, je me suis dit, moi, mon premier, il faut qu'il soit canon, quoi. Donc je vais prendre le temps. Tu sais, c'est un métier où on a le temps, en fait. Étonnamment. Oui et non. J'ai l'impression c'est aussi un métier où tu peux très très vite être frustré vu que c'est très concurrentiel et tout. Tu peux très vite avoir l'impression que faut te dépêcher et que justement il faut que t'ailles plus vite que les autres. Et tu penses? Moi j'ai un peu ce truc là, où je peux vite tomber. C'est ça que maintenant j'essaie de couper les réseaux le plus possible parce que sinon je vois tout ce que les autres font et que moi j'ai pas fait, tu vois. Ouais, mais en termes de spectacle. Je sais pas, moi je me suis jamais dit il faut vite un spectacle. Ça me l'a jamais fait ça, moi. Je me suis dit ça c'est quand même, pardon hein, pour le terme un peu pompeux, mais presque une œuvre. C'est ton machin à toi qui va rester. Enfin tu vois, là il faut bien le faire, gros. Tu vois, c'est pas une vidéo Insta que tu peux tourner en un après-midi et tenter que ce soit drôle, quoi. Le spectacle, je me suis dit quand même, t'es pas à 1 an ou à 2 ans près, faut qu'il soit bien juste. Ok. À un moment, t'as envie, t'es pressé et tout. Quand t'as commencé à l'écrire et que tu commences le rodage, je sais pas si ça te l'a fait, mais bon, allez, c'est bon, là, on peut jouer. Et en fait, non, parce qu'une fois que tu joues, ça va vite. Hein. Tu vois, j'ai commencé en septembre, je finis en décembre ma première salle à Paris. Hein. Ça va super vite. Hein. Ouais, j'avoue. Et après, tourner. Après, tourner dans des très belles salles. Je suis super content, j'ai hâte en fait de la tournée. Et retour à Paris en septembre. Quand t'es arrivé chez Quelle époque, t'as vu la différence de ouf, je pense, en termes de followers, en termes de gens qui te suivent, qui veulent te voir sur scène et tout. Comment t'as géré le fait que t'étais le mec de la télé et que si t'étais mauvais, les gens ils allaient le voir parce qu'ils avaient des attentes. Surtout si tu fais 4 bonnes punches sur l'émission, ils voient que le best-of de ce qui s'est passé dans ta tête, quoi. T'as tout résumé. Je sais pas quoi rajouter à ça. J'ai pas le temps qu'on offrirait à un de mes potes qui lance son premier spectacle. J'en ai plein hein, en ce moment qui lancent leur premier spectacle. On n'a pas du tout les mêmes problématiques. Et je me plains pas, il y a du positif. Exemple tout con, je suis complet 3 fois par semaine et je suis très heureux, c'est une chance et c'est un luxe de ouf. Il y a des points négatifs. Télérama Le Monde, ils viennent direct et t'as moins de chance. Alors là, j'attends, je les ai pas encore vus, mais ils vont venir, tu vois. Tu juges pas pareil un mec qui a des followers et qui est censé être marrant que le petit jeune qui vient de la petite loge et qui monte son premier spectacle au point virgule. Et voilà. C'était d'ailleurs une des raisons du choix de cette salle, le Théâtre du Marais, qui est une salle à taille humaine, qui est pas une grande salle, tu vois, on peut la mettre dans la catégorie des petites salles, mais je dis ça avec beaucoup d'amour parce que moi je préfère les petites salles. Je pense qu'avec la télé et les followers, peut-être on aurait pu viser au-dessus, mais on adore aussi cette humilité qui est, non, en fait, c'est mon premier spectacle de stand-up, je fais le même parcours que tout le monde, quoi. Et c'est une volonté de notre part de faire ça. Je dis nous parce qu'il y a mes producteurs, les gens avec qui je prends les décisions et moi, et j'adore ça.
j'adore la magie de cette petite salle, j'adore parler aux gens. Tu crées une ambiance de soirée entre potes. Quand ils sortent, les gens, ils me disent ça. Ils me disent, j'ai l'impression qu'on s'est tout dit et qu'on se reverra jamais. Tu sais, il y a vraiment ça dans les petites salles. C'est genre les amours de vacances, mais 1000 fois. Un peu. Toi, tu connais ça 1000 fois mieux que moi. Il y a ce truc-là. Quand tu arrives dans une grande salle, tu as ce qu'on appelle une poursuite. Donc, une grosse lumière dans la tête, tu vois pas les gens. Ouais. Bonsoir Besançon. T'es déjà marrant, t'as déjà gagné, t'as dit bonsoir et on t'acclame. Là, tu dois créer une petite ambiance de bon, bah, on va être ensemble. À la fin, je vous jure, on va s'aimer fort. On aura passé une bête de soirée et plus personne vivra cette soirée comme nous, on l'a vécu. Et moi, j'ai vraiment ce truc-là en ce moment au Théâtre du Marais. Et je crois que les gens, à la fin, se sentent un peu privilégiés. Et t'arrives à avoir ça 3 fois semaine ? Bah, c'est vraiment mon objectif et je crois que ouais, j'arrive à l'avoir. Alors peut-être pas autant que tu te l'imagines dans ta tête parce que ça te paraît ouf, mais ouais, moi à chaque fois je sors en me disant. C'est juste que c'est dur de garder la spontanéité et l'intimité quand tu joues autant. Je te jure que je l'ai encore, peut-être parce que c'est le début. Je sais pas pourquoi, mais s'il vous plaît Dieu, faites que ça reste. Plus je joue, plus j'arrive à me détendre et à créer ce machin de. Je vous raconte des choses. Ça vous paraît anecdotique, vous allez voir à la fin tout prend sens. Et je vais vous donner une partie de moi, je vais vraiment me livrer, vous n'allez pas vous y attendre. Et entre-temps, on va peut-être discuter 2-3 fois. Et vous allez me dire des choses un peu intimes devant 80 personnes que vous connaissez pas. Et vous allez voir, c'est pas flippant, limite ça fait un peu du bien. Et c'est un peu sympa ce qui se passe là. On va tous s'aimer, on va plus jamais se revoir. Je te jure, il y a ça. Peut-être ça paraît utopique, mais moi je vis un peu ça en ce moment. Et j'en profite parce que tu vois, dès janvier, c'est des salles de 400, 800, tu vois, qui sont plus grandes. Et ça va être super et j'ai hâte, ça va être autre chose. Tu fais une vanne, ça rit, t'as des applauses, c'est génial. Mais peut-être qu'il y a pas peut-être que je me souviendrai de ces premiers moments et que je les oublierai pas. J'espère en fait. Ça te fait pas ça toi dans les... Je sais pas, point virgule, le Marais, bah chez toi au Kings à Bruxelles. Ouais, au Kings, j'ai ça. Ça, j'aime beaucoup jouer parce que. Tu vois, tu préfères jouer au Kings que dans une immense salle, je pense. Et c'est 2 enjeux différents, mais. Ouais, c'est 2 trucs tellement différents. T'as créé quelque chose à la fin. T'as créé un lien. Ouais. Oui, c'est vrai qu'au moins, tu vois les têtes, tu vois les visages. Exactement. Alors que dans une grande salle, tu vois des ombres à la limite, mais max, quoi. Et après, attention, hein, la puissance du rire que tu te prends dans une 400 ou une 800, elle fait plaisir. Hein. Ah ouais, non, c'est top, mais c'est vraiment pas la même expérience. Je trouve pour le rodage, moi, c'est la partie que logiquement je préfère quand j'ai un spectacle que j'aime bien. Parce qu'il y a ce truc de j'essaye des trucs, on est entre nous, au pire ça foire. Et je trouve ça tellement ça, marrant. Ça, c'est fou, quoi. Mais c'est parce que t'as déjà ta légitimité d'artiste ou ta confiance en toi qui fait que tu peux y aller rater. Moi, pour mon premier spectacle, le rodage, je voulais que ce soit parfait. Les gens, ils viennent, ils payent une place, ils viennent voir le gars de la télé, il faut que ce soit drôle. Ah, j'avoue. Et du coup, j'avais pas ce lâcher prise que tu mentionnes là et j'aurais aimé l'avoir. Tu vois, je l'ai beaucoup plus maintenant en spectacle que pendant mes rodages. Mais logique, hein. Oui. Logique pour un mec qui commence son spectacle, hein, je pense. Son premier, je veux dire. Est-ce que... Moi, c'est un vrai truc dont j'ai peur et que, en fait, c'est une question que j'essaie de ne pas me poser. Mais je pense que toi, potentiellement, ça peut être la même vibe. Vu qu'on est quand même des gens qui avons énormément de chance à plein d'égards, le fait qu'on monte sur scène en disant des choses qui peuvent paraître, pour d'autres, totalement futiles, est-ce que t'as pas l'impression à un moment qu'on a des immenses ouin-ouin de je vais vous parler de mes émotions, nanana, comme si c'était le centre du monde? Laisse tomber. Mais surtout, moi, je viens d'un milieu très un peu tradi, tu vois, avec des gros héritages judéo-chrétiens ou grande famille, et on dit pas ça. Tu dis pas j'ai faim, j'ai froid, j'ai truc. Il y a 1 milliard d'enfants autour de la table. Tu te têtes, avances tout droit, on n'a jamais mal, quoi. Parce qu'on est des garçons, d'accord. Il y a un peu ce truc-là. Je le caricature exprès, hein, mais c'est pour t'expliquer un peu d'où je viens. On n'est pas là. Qu'est-ce que t'as ressenti aujourd'hui, mon fils, à l'école? Pas le temps, gros. Ouais, tu vous vois tes parents. Je vous vois mes parents, ouais. Ce qui est quand même très symptomatique, très représentatif. Ouais, ça veut dire plein de trucs. En même temps, pas grand-chose parce que ça change rien en relation que j'ai avec eux par rapport à ceux que t'as avec tes parents, je pense, ou à tous ceux qui nous écoutent. Mais ça veut dire aussi, il y a des trucs. Maman, aujourd'hui, je sais pas si vous savez, mais mon ex, non, c'est mort en fait. Fin de la phrase, tu vois, ça existe pas. Ça existe pas. Donc du coup, pas trop d'émotions de ressenti. Donc moi, très bizarre de monter sur scène et de dire, en fait, quand j'étais petit, je me faisais taper là.
très bizarre. Ouah, mec, gros, ferme ta gueule, ça ne nous regarde pas, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Souris, tout va bien, ferme-la. Tu vois, pour un mec qui vient du monde du sport, enfin, qui a autant joué au foot que moi, et de ce milieu familial-là, venir et dire ouin ouin, comme tu dis, un peu chelou, quoi. Et chelou, je suis gentil, le terme est... Et je me bagarre contre ça parce que je crois les gens qui me disent ça passe par là, un bon spectacle de stand-up, et j'en suis persuadé aussi. Et je pense que c'est quand tu comprends ça que tu deviens peut-être un artiste. Ça passe par là, c'est-à-dire? Montrer le pire de toi, te mettre tout nu, et montrer là j'étais triste, là j'étais nul. Si t'arrives à rire de ça, c'est génial. Et c'est des vrais rires, c'est pas des rires qui viennent après des vannes fabriquées. Il y a un moment dans mon spectacle où je raconte qu'une thérapeute de couple a dit à ma femme « Fuyez ». C'est pas une vanne du tout. Hein. La salle explose de rire. C'est un rire, en fait, qui vient du ventre. C'est un rire. Ouais. Et tu vois, ce rire-là qui vient après un truc supposément triste, putain, il est 2 fois plus puissant que une prémisse et une chute. Nanana, et en fait, c'était pas ma voiture, c'était la sienne. Rire. On a compris, c'est une vanne, elle est bien trouvée, bon, ok. Non, là, c'est juste, je vous raconte, je vous livre une partie de moi. Je suis resté caché dans un buisson pendant 8 heures pour pas me faire taper. Pas de vanne. Phrase droite. Début, truc, sujet, verbe, complément, point. Ça rit. Parce que, putain, je sais pas, c'est un mélange de... C'est profond, quoi. Ça vient de l'intérieur. C'est un rire, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas le même rire. C'est pas le même rire. Mais tu le vois dans les chroniques. Dans les chroniques, t'as beaucoup de vannes d'actu ou de virgulettes, tu sais, pour ponctuer des phrases. De virgulettes? Oui, tu vois des petites virgules, genre tu veux raconter un propos et là il te manque de rire à ce moment-là, tu mets des petites comparaisons ou des petits trucs comme ça. Des petites règles de 3, des petits trucs voilà, faciles, quoi, des petites recettes classiques. Exactement. C'est pas la même puissance de rire que ton truc profond qui est même pas une vanne, mais que tu veux dire dans ta chronique. Tu vois la diff? Tu vois ce que je veux raconter? Des angles, quoi. Voilà, des vrais, voilà, exactement. Et bah quand ces angles-là ils sont un peu tristes et où tu te mets vraiment à nu, moi j'ai une histoire où je raconte la mort de mon grand-père parce que j'étais là, et les premières pensées qui viennent dans ma tête quand le respirateur il s'éteint, tu sais cette machine qui fait ça, quand ça s'éteint, les premiers trucs qui viennent dans ma tête à ce moment-là, ils sont terribles. Et si t'as l'honnêteté intellectuelle de dire aux gens bah franchement là j'ai pensé ça la première fois, bah je te jure qu'ils explosent de rire alors que c'est même pas une vanne, quoi. Mais il rit parce que ça montre le pire de l'humain, de l'âme humaine, on se reconnaît là-dedans. Et putain, je crois que je suis en train de comprendre que c'est ça le vrai stand-up, enfin le niveau qu'on recherche. C'est pas une bonne vanne avec une bonne chute. C'est de faire du sale. C'est de faire du sale. Non mais tu vois, putain, si t'as un rire et que c'est même pas une vanne, t'es le roi du monde, quoi. Et c'est même encore pire si t'as un rire et c'est juste un truc triste que tu racontes. C'est que ta vie, elle est nulle. Non, mais c'est que ça y est, t'as le niveau de Louis C.K. Voilà, ça y est. C'est fini. Voilà. Peut-être je l'aurai jamais, sûrement. C'est pas grave. J'aurais compris ça, essayé ça. Peut-être c'est du charabia pour plein de gens qui nous écoutent, mais je vous jure que ça fait sens quand je raconte ça et moi je trouve ça intéressant. Moi je trouve que ça fait sens. Ouais. Parce que c'est ton métier. Tu captes ce que je suis en train de dire. Oui, mais bon, les gens qui écoutent, Enfin, c'est quand même 80 humoristes sur 95 épisodes, quoi, je crois. Donc, ok. Ça va. Je t'ai dit que c'était l'élite. Ouais. T'as quel rapport au doute? Pas facile. Pour une raison assez simple, tu vois, élève qui a 2 ans d'avance, qui travaille pas, tout paraît un peu... Bah, faut le dire sans paraître, mais parfois ça glisse, quoi. Tu fais pas trop d'efforts, ça glisse. Et le jour où c'est dur, ce qui est le cas pour le stand-up, ça glisse pas le stand-up. Ça glisse pas. Je suis obligé de me triturer le cerveau, de réécrire un deuxième spectacle, de comprendre pourquoi là ça rit pas. C'est dur. Et du coup, quand t'es pas habitué à ça, bah tu doutes beaucoup. Et c'est des remises en question permanentes. Et ouais, non, je suis pas un mec... c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Et plus c'est pas facile, plus le défi m'est intéressant et j'ai envie de le faire et d'y arriver. Tu vois ce que je veux dire ? Ce truc de je veux masteriser le stand-up un jour. Je veux qu'on dise, lui, ouais, il a compris comment ça marche. Il sait faire. Ça y est, il sait faire. Mais de nouveau, tu l'opposes un peu au ressenti. C'est une compétence que tu dois acquérir. Ouais, exactement. Très paradoxal. Parce que je fonctionne comme ça, moi, c'est des
Tu sais, c'est un truc de jeu vidéo, quoi. Je veux cocher cette case. Je veux avoir 100 XP sur 100. Voilà. En vitesse, sur 100, je vais avoir 100. C'est tout. Donc je vais travailler. Là, je suis à 72. Je vais travailler jusqu'à avoir 100. Et en fait, cette compétence, tu dois l'acquérir en ce qui me concerne, étant dans le lâcher-prise encore plus, étant dans l'émotion encore plus. Mais est-ce que tu l'es vraiment si c'est dans le but d'atteindre quelque chose de rationnel? Ou est-ce que c'est un peu se mentir à soi-même en disant non mais là, l'émotion de ouf, hein, pour acquérir le truc, tu vois? En vrai, le but final, c'est d'être fort. Donc de toute façon, ouais. De toute façon, pourquoi est-ce que je vais me forcer le lâcher-prise et vouloir progresser dans les émotions pour à la fin être fort en stand-up? Je suis désolé de le poser comme ça, hein, mais c'est exactement ce que je pense. Et tant mieux, ça m'aidera dans ma vie en plus. Mais moi, j'ai besoin d'un but concret pour me motiver. Grandir en tant que personne, ce n'est pas du tout suffisant. Non, rien à branler, ça. Rien à branler. Non, c'est faux parce que je sais que si en plus ça passe par là, c'est génial. C'est la cerise sur le gâteau. Je travaille sans m'en rendre compte. Je travaille en tant que personne sans m'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour servir un autre but. Ça veut dire que t'es payé pour progresser en tant que personne. À mort. C'est à fou, mort. hein. À mort. À mort. Notre taf, c'est ça. Notre taf, c'est ça. Je viens faire une psychanalyse devant vous, là, les 400 qui est assis face de moi, et c'est vous qui me payez. Ça vous va ou pas? Oh, ils ont dit oui. Oh, c'est ouf. Viens, on le fait, viens, on le fait. Viens, on le fait, viens. Après, ils vont s'en rendre compte, viens. C'est très bien le vendre, c'est cool. Non, mais... Comment t'écris? Au début, je me posais dans un canapé et je parlais avec mon co-auteur et on essayait de construire la meilleure vanne au monde. C'est qui ton co-auteur? Grégoire Day. Ok. Un mec qui est là depuis plusieurs années, qui m'a vachement aidé. Enfin, je veux dire, qui est pas notre génération, il est un peu plus âgé. Je crois qu'il a commencé à bosser avec Foresti quand il faisait ses chroniques. Il a pas bossé avec Bérangère aussi? Si, Bérangère sur le premier et le deuxième spectacle. Et je le rencontre autour d'une passion commune qui est le foot, ça va te surprendre. Et en fait, on se retrouve à pas du tout écrire des vannes de foot, mais à écrire des vannes de spectacle, quoi. Et au début, on écrivait des vannes pour écrire des vannes, tu vois, la bonne vanne bien construite et tout. On voulait se challenger l'un l'autre, tu vois, que l'un soit fier de l'autre et l'autre soit fier de l'un. Et maintenant, on fait différemment. Maintenant, on va être plus dans le storytelling. Je vais lui raconter. Et il va penser des choses. Et me dire, je pense que ça, non. Je pense que ça, oui. Je pense que ça, c'est intéressant. Je pense que ça, c'est drôle. Je pense que ça l'est pas. Et il faudrait trouver quelque chose de drôle à cet endroit-là. Mais on a complètement changé notre manière de faire. Mais du coup, ça veut dire que tu dois raconter ta vie à quelqu'un sans aucune pudeur? Ah bah lui, c'est devenu... c'est pas mon co-auteur, hein. C'est devenu mon pote, mon confident, mon grand frère, mon ce que tu veux. Il a plus d'expérience que moi dans la vie, dans le stand-up. Il me donne des conseils. Après, j'en fais ce que je veux. C'est d'ailleurs très important pour moi de pas tout prendre. Là où avant je lui donnais le bon Dieu son confession, je lui disais t'as dit ça alors j'ai fait ça, et lui-même m'a dit non mais gros il faut que toi tu le ressentes et que tu le comprennes, sinon je dis beaucoup de conneries, hein. Et donc j'essaye maintenant de faire cet effort là, mais ouais j'ai raconté ma life, il sait tout, il sait en tout cas mon enfance, il sait plein de trucs sur ma life, ouais, de ouf. Je lui raconte des épisodes. Un jour, j'étais amoureux de cette meuf et je lui écris un poème par SMS. Le lendemain, j'arrive à l'école et elle l'a lu devant toute la classe. Et toute la classe s'est moquée de moi. Bah, ça, je suis obligé de le raconter pour qu'on en fasse des vannes. Un jour, je suis parti en Irlande loin de mes parents et je me suis fait taper pendant 1 an. Raconte des détails, mec, comme ça on trouve des vannes. T'es obligé, quoi. Ouais. T'es catholique? Ouais. Je vais à la messe le dimanche. Hein. Ah ouais? Ouais. Tous les dimanches? Ouais. Ça me fascine parce que j'ai jamais compris. Ouais. Enfin, tu vois, j'étais dans une école catholique, mais on allait au cours de religion, mais c'était plus genre histoire de la religion. À aucun moment on nous a demandé est-ce que vous croyez en Dieu, tu vois. Il y avait un truc très mécanique dans l'apprentissage. Et du coup, j'ai jamais... Genre, ça doit être trop bien de croire en quelque chose. Mais qu'est-ce que ça... Déjà, est-ce que tu penses que si ta famille était pas catholique, tu serais allé vers la religion tout seul? C'est une très bonne question que je me suis déjà posée et à laquelle j'arrive pas à répondre. Parce que, évidemment que là, je vais te dire oui, parce que je crois en quelque chose. Moi, Paul, de 33 ans. Sauf que, si on m'avait pas mis sur mon chemin tout ça entre mes 0 et mes 18 ans, est-ce que, tu vois, si demain j'étais né en Afghanistan,
bah, je croirais sûrement en un autre dieu. Si j'étais né en Chine, je croirais sûrement en un autre dieu. Et voilà. Et même si j'étais né ailleurs, je croirais pas du tout en Dieu. Je pense que faut être honnête et penser ça. Hein. Aujourd'hui, je crois fermement et pour moi-même, enfin, c'est moi-même qui crois. C'est pas parce qu'on m'a expliqué que je crois. Mais évidemment que tu peux pas nier que t'es conditionné. Enfin, tu vis dans un endroit, toute ta famille croit en la même chose et on va tous à la messe le dimanche ensemble. C'est plus facile pour toi de découvrir cette religion. En fait, c'est presque, moi, je le prends comme une chance. On m'a mis devant les yeux cette religion. On m'a dit voilà ce que c'est. Et moi, je me suis dit putain, ceux à qui on n'a pas dit ça, ils ont pas cette chance-là. Eux, ils doivent aller fouiller ou ils doivent aller contre la vie d'autres gens ou ils doivent aller... Tu vois, ils doivent faire un effort pour y croire. Moi, c'est plus simple, on me l'a mis sous les yeux. Et t'avais le choix ou c'était un peu automatique? À fond. Non, mais c'est automatisé. Bon, bah, nous, on va à la messe le dimanche à 11h. Bah, t'es enfant, tu suis tes parents, quoi. Et après, ça devient quelque chose en lequel tu crois. Quand t'es ado, tu te poses la question. T'as une petite remise en question. Mais comme de tout plein de sujets quand t'es ado, tout ce que t'ont appris tes parents toute ta vie, tu te redis, mais ça, en fait, non. Non. Et après, tu te poses vraiment la question, mais attends, mec, tu crois ou tu crois pas, toi, tout seul? Et moi, la réponse était oui, j'y crois. Mais il y a plein de gens qui auraient pu répondre non, ou... Moi, c'était ça. Et tu connais la fameuse... Putain, qui a dit ça? Tu sais, le fameux test, genre... Le pari de Pascal? Ouais, le pari de Pascal. Quitte à pas croire... Ah, gros. Au pire, quand j'arrive là-haut, j'aurai tort, et puis voilà. Ouais, c'est que dans tous les cas... Au moins, si je crois, j'arrive... c'est mieux d'aller à gauche que là-bas à droite, il fait chaud mais et là, tout. Pascal, il se retourne dans sa tombe en ouf. disant, t'as vu comment il a résumé ça, le gars? Bah, c'est bien expliqué, hein. C'est bien expliqué de ouf. En fait, ton public, tu fais que de me répéter que c'est des Mongols. Du coup, j'essaye de leur expliquer. Waouh, c'est très dur ce que tu dis. Moi, non, t'as dit c'est l'élite. T'as raison. J'en fais partie, du coup. Oui. Non, mais c'est ça. Quitte à pas savoir, viens, on croit comme ça. Au pire du pire, quand on arrive là-haut, s'il est là, on dit ah bah nous on croyait depuis le début. Hein. Là, c'est bien résumé. Du coup, viens, on va pas. Tu nous envoies pas là où il fait chaud et les gens ils sont fouettés. Viens, on va de l'autre côté, non? Où il y a des fleurs et des papillons. Ok. Et toi, ça t'apporte quoi? En fait, beaucoup d'espoir. Dès qu'il m'arrive un truc un peu triste, typiquement mon rapport à la mort. Je suis triste quand je perds un proche et pas tant que ça. J'ai beaucoup d'espoir. Je crois au fond de moi qu'il est mieux là où il est. Je crois au fond de moi qu'un jour je vais le rejoindre. Bah, on dit ce qu'on veut, mais c'est plus facile de faire son deuil quand tu crois ça que quand tu te dis bah son corps là il est sous la terre et après il y a des vers et des fourmis qui vont le manger. Ouais, là toi tu penses que c'est le début d'autre chose. Exactement. Et pas juste la fin de... Je pense que ton âme quitte ton corps et qu'elle part quelque part au ciel, au paradis et que là-bas il y a plus de souffrance et tout est cool et qu'un jour je le rejoindrai. Et surtout c'est marrant parce qu'il y a quand même un socle commun à toutes les religions, quelle que soit ta religion, qui est bah viens on aime bien son prochain et on fait le bien. Ça, c'est pas les cathos qui l'ont inventé, ou peut-être que si, j'en sais rien. C'est tout le monde qui dit, toutes les religions, elles disent, bah, le gars à côté de toi, bah, fais-lui du bien et pas du mal. Voilà. Le tape pas et fais-lui un sourire. C'est ça, en fait, hein. Tu peux résumer toutes les religions en un mot, amour. Voilà, simple, fin. Et, bah, ça, c'est quand même une base cool pour partir dans la vie, hein. Non? Oui, bah, ça, en fait, c'est... Ouais, il y a tellement de choses qui doivent être moins négatives. Ouais, mais surtout, pardon, je tempère ce que je viens de dire. Tu peux ne pas croire, c'est d'ailleurs le cas de 90% des gens qui ne croient pas, et faire le bien. La plupart des gens qui ne croient pas, bah, ils vont quand même dans le métro faire un sourire aux gens et pas leur faire une balayette, quoi, tu vois. Donc, c'est pas la religion qui leur a apporté, c'est, je sais pas, c'est les codes, c'est la bienséance, c'est leur humain qui est profondément bon au fond, j'en sais rien. Donc, attention, c'est pas uniquement les gens croyants qui aiment leur prochain, et heureusement. Heureusement. Est-ce que des fois, le fait que tu sois croyant, ça s'est heurté au fait que tu sois rationnel? Waouh, excellente question. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Et après, t'apprends à... Tu vois un texte de la Bible qui paraît trop fou, bah tu le lis différemment. Tu le lis pas de manière concrète. Effectivement, ça concrètement et de manière rationnelle, c'est pas possible. Et pourtant, t'y crois. Alors vas-y, pourquoi? Explique-moi. Parce qu'il y a des métaphores,
il y a des paraboles. Une parabole, c'est une métaphore. On t'explique quelque chose à travers quelque chose de concret. En fait, on veut juste te faire comprendre le sens. Oui, mais déjà, de base, il y a un prérequis qui est de croire qu'il existe quelque chose, quelque part, qui est impalpable et dont tu n'auras jamais de preuve. De ouf. Ça me va. Ça me va. De toute façon, tout est fou. Enfin, donc dans ce cas, non mais tu vois ce que je veux dire. Dans ce cas, le premier homme, il est arrivé comment? Enfin, tu vois, oui, bah c'est le descendant d'un animal. Ok, bah le premier tétard, alors il est arrivé comment? Il y a un truc qui est arrivé au début, tu vois. Enfin, il y a un machin fou qui s'est passé, qui était pas rationnel. J'en suis sûr et certain. Qui du coup crée la matière, qui du coup crée tout ce qui fait que nous, aujourd'hui, on peut expliquer rationnellement qu'on est devenus des êtres humains avec 2 bras et 2 jambes. Évidemment qu'il y a tout un aspect scientifique, mais il y a le truc au début qui a été créé, quoi. Puis pour que ça marche, il y a tellement de prérequis, enfin, tout est tellement bien foutu dans la nature, dans les machins. Moi, je suis obligé de me dire à un moment, ça vient de quelque part, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. C'est ma vision. Mais après, ça peut être que le fruit du hasard, qui est le fruit du hasard, et du hasard, et du hasard, et du hasard, qui font que c'était pile la bonne température, avec pile les bonnes cellules, et pile les bonnes machins. Et hop, c'est aussi évidemment possible de ouf. Et après, Paris de Pascal. Hein. Viens, on prend la première solution, comme ça, au pire. Et en plus, c'est même pas vrai, ce Paris de Pascal. Parce que moi, ce en quoi je crois, c'est que quand t'arrives là-haut au paradis, on va pas te demander, t'étais croyant, t'étais pas croyant? Ah, t'étais croyant? Ok, c'est bon, tu peux rentrer. T'es pas croyant? Ah, désolé. Non, on va te dire, t'étais un mec bien ou un mec pas bien? T'étais un mec bien? Ok, tu peux rentrer. T'es un mec pas bien? Ah, désolé. Que tu sois croyant ou non. Il y a plein de mecs bien qui ont jamais cru en rien, et plein de croyants qui font de la merde à fond, qui méritent pas leur place au paradis. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ah, tu penses vraiment qu'il y a un truc paradis en fait? Moi, depuis que t'en parles, dans ma tête, c'était un peu entrée libre, parce que genre, on pardonne. Je comprends. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc une petite crainte de faut quand même être. Je pense que l'enfer, c'est pas comme on le décrit des flammes et le diable. Je pense que c'est ne pas le non-accès au paradis. Où là, vraiment, c'est trop bien. C'est dans une forme d'entre-deux, d'attente. Mais après, ce que tu dis, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on nous explique aussi, quand tu vas à la messe, c'est que de toute façon, t'as toujours le choix à la fin. On pourra te pardonner jusqu'au dernier jour. C'est un peu genre, j'ai l'impression que tu te donnes à fond dans le match, puis à la fin, on dit ouais, but en or. Ouais, genre alors qu'il y a 7-1. Ouais. Bah, il y a 7-1, on va pas faire un but en or, on a gagné, non? Non, but en or. Mais donc là, on peut tout perdre, quoi. Ok. Et eux, ils perdaient de 6 buts, et ils peuvent gagner quand même. Ouais. C'est motif d'espoir. Motif d'espoir. Toi, t'es croyante? Non. Ouais. Mais ça doit être tellement reposant de se dire que... Il y a quelqu'un qui t'aime toujours, déjà. Même si tu le vois pas. Déjà, et que juste après il y a quelque chose de ce que tu disais tantôt sur la mort, quand t'as tes proches qui décèdent, tu te dis c'est pas grave, et vas-y, t'es triste et tout, dans 40 ans je suis là, t'inquiète. T'es triste, hein, mais ça va, il y a de l'espoir en fait, voilà. C'est ça. Mais d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des peuples qui ont un rapport à la mort qui est assez fou, tu sais, ils font la fête. En Amérique du Sud, ils font la fête. El Dia de los Muertes, non, au Mexique, si je dis pas de conneries. Mais ils font la fête. Il y en a, ils dansent autour du cercueil et tout, c'est fou. Du coup, je viendrai à poil au prochain enterrement dans ma famille. S'il te plaît. Et je lancerai une macarena autour du cercueil. Macarena. Ah. Tous autour du cercueil. Parfois j'ai l'impression que je dis des trucs pas intéressants et que les gens ils vont se faire chier. C'est typique, ça c'est vraiment tous les invités ils pensent ça. Tu verras, hein. Peut-être il y a des gens qui vont t'écrire sur Instagram en disant qu'est-ce que t'es chiant dans l'épisode. Mais non, mais de ouf. En fait j'ai l'impression que je fais 0 vanne et tout. Mais c'est pas le but. Ouais, je sais. Ils ont qu'à te regarder à la télé, hein. Mais nous parfois nous les humoristes on se dit quand on est quelque part il faut être marrant. Ah ouais, c'est un peu le truc de quand t'es en promo, ouais. T'es à la radio, tu ressors 2-3 vannes du spectacle en mode ouais, venez me voir, c'est une carte de visite. Mais là je suis en promo, je suis pas en promo. Je sais pas. C'est pas vraiment de la promo. Bah non, c'est un podcast que moi j'écoute, donc voilà. Mais la vérité, là, c'est pour dire aux gens venez me voir, donc il faudrait être marrant. Ouais, mais non, mais tu vois, moi là, je pense que dans un podcast,
c'est beaucoup plus l'endroit où Ouais, tu peux un te mec qui permettre ferait des d'être vannes tout le touchant. temps, ça serait chiant, non? Alors déjà, ouais, ce serait épuisant. Ouais. Parce que je pense dans un podcast, on sentirait que c'est un peu fake si ça l'est. Ouais. Et puis ouais, j'ai l'impression que c'est un des seuls formats où on peut se permettre de pas être marrant tout le temps et de juste parler et d'aller chercher autre chose, quoi. Ça me rassure. T'inquiète. Ça me rassure. Est-ce que t'as le numéro 10 sur ton biceps droit? Oui. Est-ce que c'est... Oui. Non, un rapport au foot? Ah non, bah c'est que des numéros 10 dans ma team. Et on l'a fait avec mon manager, ensemble à Montréal. Bah ouais, donc c'est un rapport au foot. Oui, mais... Booba, quand il écrit cette punch, Booba, c'est du... Ouais, okay, ouais. Mais c'est plus via Booba que je n'aime même pas. Et je pense que j'ai écouté cette chanson une fois dans ma vie. Tu sais comment j'ai appelé ma boîte de prod? Booba. Oui, non. Non, numéro 10. Numéro 10 production. Ouais, allez. Il y a pas de fiche là, mais je t'aurais montré. Ah, je me suis dit rêve de gosse, hein, ça y est. Ah bah ouais. On m'a dit, tu veux quel nom pour ta boîte? C'est des questions que tu t'es jamais posées et on te pose la feuille et il faut remplir. J'aurais 1000 idées. Parce que je trouve ça tellement stylé d'avoir une boîte. Moi, je me suis dit, c'est quoi le petit Paul qui a 10 ans, 11 ans, 9 ans, il se dirait quoi? Comment t'appellerais ton entreprise? Numéro 10 production. Allez, on est là. Vas-y, numéro 10 production, gros. Ouais, en fait, je trouve que ça peut dire tellement de ce que tu fais et de qui t'es et de ce que t'aimes. Ouais, mais il y en a, ils s'en battent les couilles. Hein. J'ai des potes, ils ont plusieurs boîtes de prod, justement, et ils ont mis que des noms rigolos où ils en ont rien à foutre et trouvé sur un coin de table. Ouais, mais c'est même pas un truc de tellement bien pensé que c'est marrant, c'est juste ils disent des machins, quoi. Ah ouais, okay. Ouais, vas-y, appelle-le comme ça, c'est drôle. Bah, c'est là où il y a mon oseille, appelle-la mon oseille. Ok. Bah, c'est marrant quand même. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Ok, ouais. Question journalisme. Moi, j'aimerais trop recevoir des footballeuses dans le podcast. Ça s'est jamais mis. Et puis, j'ai jamais trop relancé non plus parce que j'ai l'impression que c'est vraiment dur d'arriver à les faire sortir des discours promo habituels, des trucs un peu concons, un peu automatiques qui te sortent à la fin des matchs. Et je trouve ça très dur parce que j'ai l'impression qu'ils sont formatés depuis très tôt à penser on va progresser, et jamais ils peuvent avoir de failles. Il y a un truc qui doit être très positif dans la façon de penser. Et donc, c'est très dur, je crois, d'aller chercher des vraies choses, les vraies peurs, les vraies remises en question. Sauf que quand tu y arrives, t'es gagnante. Ça doit être incroyable. C'était mon combat pendant des années quand j'étais journaliste de sport. Je rencontrais plein de joueurs. Moi, j'ai beaucoup joué à un niveau pas trop mauvais. Donc, j'ai côtoyé même des mecs qui sont en équipe de France aujourd'hui et tout. Et c'est chiant de les entendre parler à la télé. Les 3 points, c'est important. On a fait un bon match. Un match, c'est 90 minutes. Putain, et tu les connais dans la vie. Et parfois, ils sont en dépression. Et parfois, ils sont millionnaires à 18 ans. Donc, ils savent pas quoi faire de leur argent. Et parfois, ils sont pères de famille. Et parfois, ils écoutent de la musique. Ils regardent des séries. Ils vont voir des expos. Et jamais, on me présente l'humain derrière l'athlète, quoi. On me présente toujours l'athlète. Et du coup, les gens qui aiment pas le foot. Tes potes photos, ils sont cons, de toute façon. Hein. Et les supporters, c'est des beaufs. Non, on leur pose des questions qui font qu'ils paraissent cons. Je te jure que si tu regardes qui est cet humain derrière l'athlète, c'est un super gars. Et du coup, moi, ça passait par l'humour. J'allais dans toutes les rédacs de foot et je disais, laissez-moi faire de l'humour avec les joueurs. On va révéler l'humain derrière le sportif. Parce qu'on va voir qu'il a de l'autodérision ou pas. On va voir qu'il a de la répartie ou pas. On va voir qui rit. On le voit jamais rire. On va voir qui sort de son discours préécrit, préconçu, et dans son œil va s'allumer un truc d'étincelle de... Ah, c'est des gars qui font ça toute la journée, c'est des mecs qui ont grandi, pardon, mais dans des vestiaires, avec des autres gars, ou les meufs, mais pareil. Et qu'est-ce que tu fais dans un vestiaire, si t'as déjà été, moi j'ai passé ma vie dans des vestiaires, tu vannes ton autre pote en fait, c'est tout. C'est parfois très trivial, mais tu vannes ton autre pote, et tu passes ta journée à te vanner, fin de l'histoire. Ils savent faire ça, c'est leur sport national, meuf. C'est des vanneurs professionnels. Et nous, on leur dit alors, vous avez fait un bon match, vous êtes contents ? Flemme. Et du coup, j'essaie de me bagarrer pour faire ça. C'est comme ça que je fais mes premières vannes sur le foot. Et bizarrement, ça marchait pas trop mal, tu vois. Oh là là, Mbappé, il est sympa quand il t'a répondu toi, tu vas pas me manquer. T'as vu, on l'a jamais vu comme ça. D'habitude, il dit des trucs, ouais. Oh, le coach de Lyon, Rudy Garcia, je pensais qu'il était chiant, en fait, t'as vu, il te fait des vannes et quand t'es pas là, il t'appelle, il te fait des vannes interposées à travers la caméra. Bah ouais, les gens, ils sont sympas. C'est juste que ça fait 20 ans que vous les voyez être chiants, parce qu'on leur pose des questions chiantes. Donc c'est intéressant ce que tu disais. Je suis sûr que si t'arrives à ramener une joueuse là, à ce micro,
et à lui faire dire tout sauf de parler de foot. Ouais, mais j'ai l'impression que... Truc tout con, t'es maman et tu vas à l'entraînement. Enfin, on leur conseille de ne pas le faire, Exactement. Parce que quoi ? Parce que c'est des mecs à l'ancienne qui gèrent la com des clubs et de la ligue et tout. Pardon. Et encore, la ligue, je suis méchant parce que là, ils ont changé. Ils ont mis plein de jeunes cool qui ont plein d'idées, mais ils ont peur. Parce qu'à l'ancienne, dès que tu dis une petite faille, le journaliste, il récupère cette faille. Genre, il y a eu 9 trains à l'heure aujourd'hui, un train en retard. Sur quoi on fait notre une ? Le train qui arrive en retard. Ok, il a dit on a fait un bon match, c'est super, on va progresser, mais quand même on aurait dû faire mieux en défense. Oh putain, on va faire tout un débat sur ils auraient dû faire mieux en défense. Voilà d'où ça vient. Hyper simple. Et je suis très bien placé pour le savoir, j'ai été journaliste. C'est à cause de toi le problème en fait. C'est à cause des journalistes. J'ai un peu quitté ce monde-là aussi pour ça. Ah ouais ? J'ai pas trop kiffé, ouais. Que des mecs donnent leur avis sur de la matière qu'ils connaissent pas forcément. Ça m'a embêté. T'as vu Ted Lasso ? Non, tout le monde m'en parle toute la journée, tout le temps. Mais je vois très bien, j'ai vu plein d'images et tout, je vois très bien ce que c'est, mais j'ai pas regardé, j'ai pas pris le temps. Il y a une scène où un des gars, Roy Kent, est engagé pour être consultant. Et c'est un ancien joueur de foot et il pète un câble à un moment et il fait tout un laïus sur en quoi les consultants sportifs c'est de la merde parce qu'ils sont là à tout le temps commenter, à tout le temps dire des trucs et tout, mais eux ils ne font rien. Juste ils parlent des autres qui font et eux ils donnent des avis sur des choses qu'ils connaissent même pas. Et c'est un moment qui est vraiment stylé. Ça ils me l'ont volé, c'est sûr, Ted Lasso. C'est vrai, ouais, je sais. Ils ont dû voir une interview que j'ai donnée. C'est certain. Mais je dis des trucs comme ça. Moi il m'est arrivé ça quand j'étais journaliste, en plus j'étais sur des chaînes d'infos. Tu passes ta journée à dire tel ministre a sorti telle loi, tel chanteur a sorti tel album, tel joueur a marqué tant de buts. Et tu parles de la vie des gens qui créent des choses, des albums, des buts, des lois, et toi, à la fin de la journée, tu n'as parlé que de leur vie, t'as pas vraiment donné ton avis sans le donner, parce que t'as pas les compétences, mais quand même, t'es à la télé, t'as un micro, donc dis un machin, et t'as rien créé, c'est du jetable, quoi. Enfin, tu vois, moi, les gens qui disent on n'a pas besoin d'avoir joué au foot pour commenter un match de foot, je comprends ce que vous dites, mais la vie de ma mère que si. Ou alors tu donnes pas ton avis. En fait, tu peux le faire, c'est juste qu'il faut que les autres comprennent que ça n'a pas de valeur. Non, ou tu décris des faits. Tu décris des faits. C'est ça ton taf de journaliste. C'est pour ça qu'on t'a donné la carte de presse. Il avait le ballon à gauche, il l'a centré, l'autre a fait une tête. Fin. Si tu dis il aurait dû utiliser son pied droit, mec, non, c'est pas toi de le faire. Le consultant, oui. L'ancien joueur, tu sais, le Bichente Lizarazu, le mec qui a joué avant. Très bien, si Bichente il me dit comment je dois utiliser mon pied, je le crois, c'est son travail. Pas le journaliste. Le journaliste doit pas donner son avis. Et les journalistes qui commencent à donner leurs avis, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne Pascal Praud. C'est un journaliste qui donne son avis. Alors qu'il n'a jamais été élu ministre, il a jamais fait une loi, il a jamais, été, il donne des avis sur des trucs, il est journaliste. Alors du coup, t'es éditorialiste, je comprends le délire, mais pardon, et je dis Pascal Praud, j'ai rien contre lui, mais je pourrais en dire d'autres. C'est dangereux. Toi, tu veux vraiment te fâcher avec personne, hein ? Non, mais c'est dangereux un journaliste qui donne son avis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dangereux de ouf. Je vais me fâcher avec personne. Tu veux que je me fâche avec quelqu'un là ? Mais non, mais c'est juste Cyril Hanouna, tu vois, t'as directement désamorcé en disant j'ai rien contre lui. Parce que je trouve ça facile de dire ouais. C'est de la merde, alors que moi je l'ai vu 4 fois dans ma vie et les 4 fois il était sympa avec moi, on a joué au ping-pong. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, je cautionne pas du tout ce qu'il fait à la télé. Ça, c'est clair, net et précis. Et je pourrais lui dire face à lui sans problème, tu vois. Non, ça, pour le coup... Non, je vais pas te désamorcer. J'ai dit que le gars, je vais pas lui chier dessus, alors que... je pense que ce sera un très bon concept dans l'émission. Donc, propose. Ma petite chérie, tout de suite. On va chier sur quelqu'un, ok ? Et toi, tu voulais plus faire du jetable ? Ouais, je vais plus faire du jetable, c'est fini. Moi aussi, je veux créer quelque chose. Il s'avère que ça va être un spectacle, mais je veux créer un machin, un truc qui n'est pas du jetable, qui est pérenne, et un truc en plus dont je sois fier si je le regarde 10 ans après. C'est pour ça que je suis assez exigeant, même les caméras cachées que je faisais pour Canal, je faisais chier tout le monde pour le moindre plan, parce que je veux que quand je les regarde dans 5 ans, j'ai pas honte de les regarder. Et c'est le cas, tu vois. Je veux pas aller à Châtelet, poser mon micro et dire alors vous êtes quelle origine, vous êtes en couple avec qui ? Non, je veux un truc qu'on regarde dans 5 ans, on se dit putain, c'est quand même cool encore 5 ans après. Et je me faisais chier, je faisais chier tout le monde autour de moi. Je pense que c'est ça, hein, ton spectacle, t'as envie qu'on le regarde dans 10 ans et qu'on se dise putain, il était bien ce spectacle. Tu peux regarder L'autre c'est moi de Gad Elmaleh, je pense que tu te dis encore c'est bien aujourd'hui. C'est possible de ouf. C'est même sûr. Moi, je pense. Tu peux pas dire c'est un mauvais spectacle.
Merci Paul. Waouh. Quoi? C'était beau. Tu finis toujours comme ça. Oui, je fais le tour de ma tête et puis après je dis OK, that's it. Ok, that's it. Bah, j'ai kiffé. Merci à toi. J'espère que l'épisode vous a plu. Paul de Saint-Cernin est actuellement en spectacle à Paris, au Théâtre du Marais jusqu'en décembre. Et puis en 2025, il sera un peu partout en France et en Belgique. Les liens pour réserver vos places ou le suivre sur les réseaux sont en description. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur Spotify, Deezer, Apple, à laisser des étoiles, des commentaires et tout, ça aide de ouf. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me suivre moi sur les réseaux @FannyRuet pour ne rien rater de la suite. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par l'incroyable, le merveilleux, le malicieux Maxime Wathieu. Tu le sens, tu la veine, tu la jugulaire, tu le sens de la veine, tu le sens de la horte.